Quelque part dans l'espace profond, il existe des choses qui ne devraient pas exister selon les lois de la nature que nous connaissons. Des étoiles qui clignotent de façon étrange, des motifs de lumière impossibles, des structures si grandes qu'elles font paraître les planètes comme des grains de sable. Pendant des décennies, les astronomes ont détecté des signaux mystérieux venant de l'espace, des lumières qui s'atténuent et s'illuminent sans explication, des objets qui se déplacent d'une manière qui défie tout ce que nous savons. L'étoile de Tabi n'était que le début. Elle perdait presque la moitié de sa lumière, d'une façon qu'aucune planète ou astéroïde ne pourrait causer. Maintenant, imaginez ceci. Et si des civilisations anciennes, des milliards d'années plus vieilles que la nôtre, avaient construit des choses si massives autour de leurs étoiles que nous pouvons les voir depuis la Terre? Et si ces structures géantes, des sphères collectant l'énergie solaire, d'énormes anneaux autour de soleils entiers, n'étaient pas seulement de la théorie, mais une réalité attendant d'être découverte? Préparez-vous pour 2 heures à explorer les preuves les plus convaincantes que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe là-bas des œuvres d'ingénierie si vastes que nos esprits peuvent à peine les comprendre. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Avez-vous déjà entendu parler d'une étoile dont la lumière baisse de façon si étrange que même les meilleurs experts n'arrivent pas vraiment à expliquer ce qu'il se passe? Justement, l'étoile de Tabi, connue officiellement sous le nom de Kik 846 252, intrigue énormément les astronomes depuis déjà presque une décennie. Cette étoile est située dans la constellation du Cygne et se trouve à environ 1400 années-lumière de la Terre, ce qui, dans l'échelle de la galaxie, n'est pas si loin. Son histoire est devenue un vrai casse-tête pour la communauté scientifique à cause de son comportement lumineux absolument inattendu, et cela a rapidement pris de l'ampleur au-delà des cercles d'astronomes professionnels. Amateurs passionnés, médias et curieux de tout poil se sont sentis attirés par ce mystère qui défie le bon sens. Tout commence vraiment en 2015, lorsque Tabetha Boyadjian, une astronome de l'Université d'État de Louisiane, analyse les données recueillies par le télescope spatial Kepler. Ce télescope devait à la base traquer de minimes fluctuations dans la luminosité des étoiles pour détecter d'éventuelles planètes passant devant elles. Cela fonctionne bien pour la grande majorité des étoiles observées, mais pour l'étoile de Tabi, les choses sortent tout de suite de l'ordinaire. Les courbes de lumière sont pleines de baisses rapides et irrégulières, parfois brutales. Il arrive même que la luminosité chute de 22%, puis remonte presque aussi vite, sur des périodes très courtes qui ne concordent avec aucun phénomène connu classique, comme une planète ou une étoile compagne. Un passage de planète provoque un affaiblissement régulier, prévisible, et rarement de plus de quelques pourcents. Rien à voir avec la valse lumineuse de Tabi. Ce qui a frappé les chercheurs, c'est d'abord la magnitude des variations, mais aussi leur absence de régularité et de répétition. Au lieu d'observer un schéma stable et circulaire, comme une planète qui tourne inlassablement autour de son étoile, on a découvert quelque chose d'incohérent. Les scientifiques se sont donc rapidement attelés à chercher des explications naturelles, car en science, il faut toujours vérifier les causes les plus probables avant d'imaginer des scénarios exotiques. Parmi les premiers suspects, il y avait l'hypothèse d'un nuage de poussière ou d'astéroïdes. Cela pourrait correspondre à des amas de matière diffuse qui passeraient devant l'étoile, cachant une partie de sa lumière, puis se dissipant. Ce n'est cependant pas convaincant, car un nuage de ce genre devrait aussi absorber les rayons infrarouges. Or, ce n'est pas le cas ici. Les observations dans l'infrarouge ne confirment aucune signature qui laisserait supposer un amas de poussière froide ou chaude autour de l'étoile. Certaines personnes ont aussi discuté la possibilité que des essaims de comètes, en nombre considérable, soient en train de se désintégrer à proximité de l'étoile, produisant ces occultations variables. Cela expliquerait potentiellement les baisses les plus importantes, mais pas les plus faibles, ou leur manque de périodicité typique. Pour que cela fonctionne, il aurait fallu un alignement quasiment parfait de plusieurs centaines, voire milliers de comètes. Et encore, cela ne collerait pas totalement avec toutes les observations accumulées depuis. Chaque hypothèse classique apporte vite plus de questions que de réponses, ce qui ne fait qu'élargir le mystère au lieu de le résoudre. Face à ces impasses, certains scientifiques, tout en restant prudents, ont laissé la place à des idées plus créatives pour expliquer la particularité de Kik 846 252. C'est ici qu'apparaît la notion de mégastructure, très populaire chez les amateurs de science-fiction.
la fameuse sphère de Dyson. En théorie, une civilisation suffisamment avancée aurait pu entreprendre la construction d'un gigantesque agglomérat de panneaux solaires ou d'autres structures autour de l'étoile pour capter son énergie. Ce chantier titanesque jetterait de l'ombre d'une façon caractéristique et irrégulière, ce qui expliquerait les baisses de lumière qu'on observe. On comprend rapidement que l'idée séduit une grande partie du public et une partie de la communauté scientifique, même si ce genre de proposition doit toujours être manié avec la plus grande rigueur et beaucoup de retenue. L'attention généralisée autour de l'étoile de Tabi a suscité une vague d'observations et d'analyses avec différents instruments à travers le monde. Les télescopes optiques, les antennes radio, les observatoires infrarouges. Tout le monde veut observer Tabi de toutes les façons possibles pour tenter d'attraper la moindre piste supplémentaire. Un aspect intéressant, c'est que la lumière de l'étoile ne semble pas changer dans d'autres longueurs d'onde comme l'infrarouge, ce qui fragilise encore l'hypothèse d'un nuage de poussière, mais ne permet pas non plus de prouver une construction artificielle. Même les chercheurs de l'organisation SETI, spécialisés dans la recherche de signaux extraterrestres, ont dirigé leurs antennes vers l'étoile de Tabi. Ils n'ont détecté aucune émission radio ou pattern étrange qui désignerait indiscutablement une technologie non naturelle. Si vous vous demandez comment on a pu passer à côté de ce phénomène aussi longtemps, la réponse est dans la masse de données et la complexité des observations. Kepler surveillait plus de 150 000 étoiles. Ce n'est pas étonnant que quelques-unes présentent des comportements inattendus, surtout à cette échelle. Mais ici, l'ampleur de ces variations et surtout leur irrégularité ont vraiment pris de court tout le monde. Depuis l'annonce publique, des équipes de chercheurs ont exploré toutes les bases de données existantes pour identifier d'autres étoiles qui pourraient partager cette signature lumineuse anormale. Pour le moment, KIC 846 252 reste l'objet le plus spectaculaire de ce genre, même si d'autres étoiles avec de plus petites fluctuations ont aussi retenu l'attention. Une des difficultés majeures, c'est de déterminer si cette anomalie est due à un événement ponctuel et rare, ou si elle fait partie d'une famille de phénomènes encore mal compris. Par exemple, une étoile variable classique change de luminosité selon des motifs bien compris liés à des pulsations de son atmosphère. Ici, ni la température de surface, ni la structure spectrale, ni le type d'étoile ne correspondent à une étoile variable classique du style Céphéide ou RR Lyrae. Ce n'est donc pas non plus une variation interne facilement traduisible par les modèles actuels. Plus les scientifiques accumulent de données, plus l'incertitude grandit, ce qui alimente le débat, mais complique aussi la tâche pour avancer concrètement. Il arrive parfois que la réponse à une énigme astronomique se cache dans des détails minuscules, auxquels on ne pense pas tout de suite. Par exemple, certains chercheurs se sont penchés surtout sur le voisinage direct de l'étoile pour vérifier s'il se passe quelque chose dans ce coin précis du ciel. Est-ce qu'un objet céleste situé entre nous et l'étoile, comme une naine brune ou une galaxie lointaine, pourrait brouiller la lumière et provoquer ces variations? Finalement, aucune preuve solide de ce genre n'a pu être trouvée, ce qui oblige à écarter aussi cette piste-là. Avec tant d'hypothèses systématiquement éliminées, l'étoile de Tabi est devenue une sorte de cas d'école pour la démarche scientifique. La communauté s'accorde à dire que la route est longue avant de pouvoir tirer une conclusion claire. L'un des points les plus fascinants, c'est que, même aujourd'hui, aucune explication ne parvient à rendre compte simultanément de toutes les observations. L'amplitude, la durée, l'absence de récurrence, le spectre lumineux identique, l'absence de signature infrarouge notable. C'est ce qui pousse encore et toujours les scientifiques à recueillir davantage de données, à comparer le comportement de Tabi à celui d'autres étoiles à travers la galaxie, espérant trouver le moindre indice supplémentaire. L'affaire n'est pas passée inaperçue du public, et c'est aussi pour cette raison que l'étoile de Tabi fascine autant. Des collectes de fonds participatives ont même été lancées, permettant aux astronomes amateurs et au grand public de financer des observations supplémentaires par des télescopes répartis en Europe, en Amérique et en Australie. Les données recueillies par ces groupes sont analysées en continu, ce qui a permis d'identifier des dizaines de mini-éclipses supplémentaires, confirmant que l'anomalie n'est pas un problème d'instrument, mais bien une caractéristique propre à l'étoile. Dans cet esprit, l'étoile de Tabi est aussi devenue un exemple du dynamisme de la collaboration entre scientifiques professionnels et amoureux du ciel. Même si le rêve d'une mégastructure extraterrestre reste dans l'imaginaire collectif, la majorité des astronomes continuent de chercher l'explication la plus logique sans céder à la tentation de l'extraordinaire. Cependant, la discipline scientifique dit aussi qu'il faut garder l'esprit ouvert tant que toutes les possibilités n'ont pas été explorées.
Pour la suite, il est essentiel d'observer Tabi sans relâche, de noter chaque variation, d'analyser chaque spectre de lumière pour faire la chasse aux moindres détails significatifs. Ce n'est qu'avec le temps et la patience qu'une piste se dégagera peut-être, permettant enfin de lever le voile sur ce mystère fascinant qui, pour l'instant, résiste à toute logique humaine. La persévérance dont font preuve les scientifiques dans ce domaine montre bien que même à notre époque, où l'on pense souvent tout savoir grâce aux technologies modernes, la nature réserve encore des secrets insoupçonnés. L'étoile de Tabi, avec ses obscurcissements spectaculaires et incompris, nous rappelle qu'il existe des phénomènes cosmiques qui échappent encore à nos modèles et à notre technologie. Elle incarne à merveille ce mélange de rigueur, d'humilité et de curiosité rationnelle qui fait avancer la science. Toujours vérifier, éliminer chaque piste, questionner chaque certitude et ne jamais brûler les étapes. L'histoire de Kik 846252 n'est pas juste une énigme pour spécialistes, elle touche à l'un des rêves de l'humanité, la possibilité de ne pas être seul dans l'univers. Même si pour l'instant rien ne penche officiellement en faveur de cette hypothèse, la simple existence d'une étoile qui échappe à toute explication ouvre la porte à des horizons de recherche presque infinis. Elle donne envie de continuer à scruter le ciel, à investir dans de nouvelles générations de télescopes, à collaborer pour repousser les limites de la connaissance. L'énigme de l'étoile de Tabi restera sans doute un moment unique dans l'histoire de l'astronomie moderne. Elle aura obligé toute une communauté à se remettre en question, à affiner ses outils de détection, à explorer de nouvelles méthodes d'analyse, mais surtout à garder ce goût de la curiosité intact, étape après étape. Peu importe ce que l'on découvrira au final, que ce soit un phénomène naturel, incroyablement rare, ou la première trace d'une intelligence ailleurs, l'étoile de Tabi aura mis en mouvement toute une génération de chercheurs et d'explorateurs du ciel. C'est peut-être ça, la plus grande leçon de ce mystère cosmique. Continuez à chercher, même lorsque la réponse n'est pas facile à atteindre. Avez-vous déjà imaginé ce qu'une civilisation vraiment avancée serait capable de construire dans l'espace pour s'assurer de ne jamais manquer d'énergie? Parmi toutes les idées sorties aussi bien des cerveaux de scientifiques que de passionnés curieux, il y en a une qui fascine et intrigue même les chercheurs les plus prudents, la sphère de Dyson. Ce concept est né dans les années 50, lorsque le physicien britannique Freeman Dyson s'est intéressé à la manière dont une civilisation intelligente pourrait satisfaire des besoins énergétiques explosant littéralement à des échelles planétaires puis stellaires au fur et à mesure de son développement. Il ne s'agit pas d'une vraie sphère solide comme une coque autour d'une étoile, mais d'un immense ensemble d'objets capables de recueillir une quantité phénoménale d'énergie émise par une étoile, cette énergie qui brille et rayonne dans toutes les directions et chauffe tout l'espace autour. Avant de parler d'extraterrestres ou de technomagie, il faut bien comprendre que la sphère de Dyson n'est d'abord qu'une idée pratique, presque une provocation intellectuelle. Dyson partait d'un simple constat. Toute société qui continue à grandir va, tôt ou tard, consommer de plus en plus d'énergie. Sur Terre, aujourd'hui, on brûle du pétrole, on utilise des barrages, des centrales nucléaires et de plus en plus de capteurs solaires. Mais la totalité de l'énergie produite et utilisée ici n'est qu'une infime fraction de celle libérée chaque seconde par le Soleil, par exemple. Si l'on additionne toutes nos centrales électriques, toutes nos machines, tout ce qu'on consomme dans le monde entier en électricité, on n'en capte quasiment rien par rapport à ce que notre étoile expulse. C'est gigantesque. Pour une civilisation qui aurait besoin de beaucoup plus, il faudrait aller capter directement cette énergie à la source. D'où cette fameuse idée. Pourquoi pas installer tout autour de notre étoile des millions ou même des milliards de satellites solaires, chacun récupérant un petit bout de la lumière, de la chaleur et de la puissance du Soleil. Mises bout à bout, toutes ces installations pourraient récupérer une fraction énorme, voire la quasi-totalité, de l'émission énergétique de l'étoile. On parlerait alors de sphère de Dyson ou d'essam de Dyson. Le nom de sphère est resté parce que c'est plus parlant, mais personne n'imagine sérieusement une couche rigide immense, juste plein de modules autonomes répartis comme un immense essaim autour de l'étoile. Ce concept s'étend ensuite à l'échelle des civilisations. Pour fixer les idées, les astronomes ont inventé ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev, qui classe les civilisations en fonction de la quantité d'énergie qu'elles sont capables d'exploiter et d'utiliser pour leurs besoins. Selon cette classification, une civilisation de type 1 est capable de maîtriser toute l'énergie disponible sur sa propre
propre planète, c'est-à-dire, par exemple, pour la Terre, l'énergie du Soleil, du vent, des océans, du sous-sol, une exploitation réellement complète des ressources internes. Une civilisation de type 2, quant à elle, atteint un niveau technique si avancé qu'elle peut utiliser pratiquement toute l'énergie émise par son étoile. C'est là que la sphère de Dyson entre en scène comme solution crédible, même si elle paraît de prime abord totalement folle à réaliser. Seuls des êtres dotés de connaissances et de moyens bien supérieurs à tout ce que l'humanité possède à l'heure actuelle pourraient même commencer à concevoir un tel projet. Venons-en maintenant aux conséquences visibles d'un tel ouvrage. Si une civilisation, quelque part dans notre galaxie, ou même beaucoup plus loin, avait construit un ensemble aussi vaste autour de son étoile, qu'est-ce que nous, depuis la Terre, nous pourrions voir avec nos télescopes et nos outils scientifiques? Si la lumière de l'étoile est en grande partie bloquée par une myriade de collecteurs disposés autour d'elle, cette étoile apparaîtra nettement moins brillante dans le spectre dit visible, c'est-à-dire la partie de la lumière que l'œil humain peut percevoir. Les instruments d'astronomie nous montrent alors une réduction importante de la luminosité par rapport à ce qu'on attendrait naturellement. Mais ce n'est pas tout. Toute cette énergie absorbée doit bien aller quelque part. Et comme rien n'est jamais parfaitement efficace, une partie de cette énergie captée sera fatalement relâchée sous une forme plus diffuse. Dans le cas le plus probable, ce surplus sera réémis sous forme de chaleur, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques dans l'infrarouge. C'est exactement la même logique qu'un panneau solaire chauffant en été. Il convertit la lumière en électricité, mais il chauffe aussi, et cette chaleur part dans l'air en infrarouge. Donc, à la recherche de telles civilisations galactiques, l'un des outils principaux est non seulement la collecte classique de la lumière des étoiles, mais aussi l'inspection précise des émissions dans l'infrarouge. Si vous observez une étoile et qu'à la place d'un signal lumineux normal, vous détectez un excès important d'infrarouge, cela peut vouloir dire qu'une grande partie de son énergie est absorbée puis rejetée sous forme de chaleur. Cet excès particulier serait alors le possible signal d'une technosignature, c'est-à-dire une trace indirecte de technologie à grande échelle ailleurs dans l'univers. Plusieurs équipes scientifiques partout sur la planète étudient des données provenant de satellites comme Spitzer ou WISE pour répertorier des signatures étranges qui pourraient correspondre à l'effet d'une sphère de Dyson. Pour le moment, on n'a pas détecté ce genre de schéma qui soit suffisamment convaincant, mais les observations continuent et se raffinent. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que construire une sphère de Dyson ne veut pas dire que toute la lumière visible de l'étoile disparaît. Au contraire, même une sphère très dense laisserait toujours filtrer une petite partie de la lumière, et cela donnerait une impression de clignotement ou de variation parfois étrange si des parties manquent ou sont déplacées. Parfois, le terme sphère de Dyson évoque dans l'esprit des images de science-fiction avec une coque uniforme d'un seul tenant. Or, dans l'immense majorité des cas, les cerveaux ingénieux penchent pour des essaims sophistiqués, constitués de milliards de petits panneaux, probablement modulables, autoréparateurs et pilotés de manière autonome. Chacun se positionne en orbite à une distance idéale pour récolter un maximum d'énergie, tout en stabilisant sa trajectoire pour éviter les collisions ou les pertes de contrôle. Avec un tel réseau, toute perturbation ou défaut dans la densité des capteurs pourrait alors provoquer des variations lumineuses perçues de loin, comme des baisses soudaines d'intensité ou des irrégularités dans le spectre reçu. Au-delà des fantasmes et des grandes œuvres de science-fiction, beaucoup de scientifiques se sont interrogés sur la faisabilité réelle d'un tel projet. Manipuler et rassembler assez de matière, organiser la logistique pour assembler suffisamment de modules, établir la communication entre tous les éléments, gérer l'usure et la maintenance sur des durées de millions d'années. Chaque phase paraît aujourd'hui au-delà de nos moyens techniques. Rien que pour récupérer assez de matières premières, il faudrait démonter plusieurs planètes rocheuses entières, voire des ceintures entières d'astéroïdes, puis envoyer toute cette matière dans l'espace proche de l'étoile. Pour relativiser l'échelle de ses besoins, la masse de la planète Mercure entière est parfois mentionnée, ou même des masses équivalentes réparties sur des milliers, voire des millions d'artefacts différents. La question de la stabilité des trajectoires, orbite après orbite, d'un équilibre artificiel parfait, est discutée en long et en large dans plusieurs articles scientifiques spécialisés. Cela étant dit, pour une civilisation disposant d'une technologie très avancée et pour qui l'automatisation, la robotique spatiale ainsi que l'exploitation complète des ressources du système serait possible, on imagine que la construction d'une sphère de Dyson n'est pas forcément impossible, juste extrêmement longue et complexe.
L'essentiel, pour les chercheurs, est donc de rester ouverts à l'idée que des civilisations vraiment âgées pourraient déjà avoir laissé de telles signatures dans leur voisinage. Un des points importants, c'est aussi la longévité d'un tel dispositif. Une sphère de Dyson, si elle n'est pas entretenue ou si la civilisation disparaît, pourrait rester détectable pendant longtemps, ou alors évoluer en morceaux, créant des structures partielles ou des débris flottants, susceptibles de produire des signaux intermittents ou incompréhensibles. Sur le plan scientifique, la recherche d'une sphère de Dyson n'est pas qu'un simple passe-temps ou un caprice. C'est en fait une manière de tester les limites de ce que l'on peut détecter dans l'univers. Depuis une vingtaine d'années, des bases de données entières issues de télescopes infrarouges, optiques et radio sont analysées pour repérer des étoiles à la luminosité anormalement faible par rapport à leur type spectral. On compare ainsi des centaines de milliers d'étoiles à travers la Voie lactée pour isoler des cas suspects. Toute l'idée repose sur l'idée que la physique ne laisse pas la place aux tricheries. Si de l'énergie disparaît du spectre visible, elle doit se retrouver ailleurs, notamment dans l'infrarouge. Parfois, les variations observées coïncident avec d'autres phénomènes naturels, comme des nuages de poussière, des disques de débris ou la présence de compagnons stellaires très froids. Il revient alors aux chercheurs d'écarter un à un tous ces scénarios naturels avant d'invoquer une sphère de Dyson artificielle. La détection d'une telle structure serait probablement l'un des plus grands bouleversements de notre histoire. Cela prouverait non seulement qu'une intelligence ailleurs dans l'univers a existé assez longtemps pour dépasser ses propres défis énergétiques, mais cela donnerait aussi des indications précieuses sur la durée de vie possible de civilisations technologiques ainsi que leur tendance à modifier leur environnement à très grande échelle. D'une certaine façon, la recherche de sphères de Dyson, c'est aussi un miroir pour réfléchir à notre propre développement énergétique et à ses limites. Du côté des technologies actuelles, beaucoup de grandes campagnes d'observation scrutent méthodiquement tout le ciel à la recherche de signatures bizarres, notamment dans la bande infrarouge. Les missions comme WISE, lancées il y a plus de 10 ans, ont permis de cartographier le ciel entier dans plusieurs longueurs d'onde, créant ainsi une base de données immense pour ce type de recherche. Les scientifiques croisent ces données avec celles issues du télescope Spitzer ou des relevés optiques issus de grands observatoires terrestres pour traquer toute étoile trop faible ou trop chaude dans l'infrarouge. Jusqu'ici, il faut être honnête, aucune preuve solide n'a été identifiée. La grande majorité des anomalies repérées ont trouvé une explication naturelle, mais cela n'empêche pas de poursuivre le travail. Des chercheurs proposent aussi d'autres signatures secondaires qui pourraient trahir la présence de sphères de Dyson incomplètes ou mal entretenues. Par exemple, si un essaim de panneaux solaires se désagrège ou se disperse, il pourrait créer des variations chaotiques dans la lumière de l'étoile, des occultations irrégulières, ou même des éclats lumineux à certaines périodes. La recherche ne se limite donc pas à chercher une simple baisse de luminosité uniforme, mais aussi des schémas complexes, des clignotements, des signaux intermittents. Les progrès en informatique et en intelligence artificielle permettent aujourd'hui de trier beaucoup plus vite des montagnes de données pour repérer de tels motifs cachés parmi des millions d'étoiles surveillées. Une autre piste concerne l'analyse des spectres de lumière. Si l'on suppose que la matière utilisée pour fabriquer une multitude de satellites ou de capteurs autour d'une étoile a certaines propriétés clairement différentes de la poussière ou de la roche naturelle, alors il se pourrait qu'on retrouve dans les spectres des éléments ou des combinaisons chimiques inhabituelles. Par exemple, certains matériaux avancés de type composite ou des microstructures regroupant des métaux rares pourraient laisser des marques visibles en spectroscopie. Pour l'instant, les études n'ont pas encore trouvé de telles signatures, mais ce domaine avance très vite car la finesse d'analyse des instruments progresse chaque année. Les conséquences de la découverte d'une telle mégastructure seraient immenses. Au-delà du simple effet de surprise, cela impliquerait de repenser beaucoup de nos hypothèses sur la rareté ou la fréquence des civilisations intelligentes. Cela donnerait aussi des perspectives nouvelles sur la façon dont une société avancée pourrait gérer ses ressources sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Peut-être que certaines civilisations finissent par migrer, laissant derrière elles les vestiges de leur gigastructure à la dérive dans l'espace. Ou bien que dans certains cas, ces constructions sont les signes d'un choix technologique durable. Les amateurs d'astronomie et toutes les personnes fascinées par l'idée de l'exploration de l'univers aiment suivre de près toutes les annonces concernant la recherche de signatures de sphères de Dyson.
Souvent, des articles sortent dans les médias ou les revues scientifiques pour annoncer la découverte d'une étoile anormalement faible ou d'un ensemble de signaux bizarres dans l'infrarouge, mais jusqu'à maintenant, aucun n'a franchi le cap de la confirmation absolue. C'est normal, la communauté scientifique est très exigeante, et pour valider un tel résultat, il faut éliminer des dizaines de scénarios alternatifs. En attendant plus de données, les astronomes continuent de perfectionner leurs techniques, d'étendre leur champ de vision et de pousser toujours plus loin la résolution de leurs instruments. Il est intéressant de se rappeler que la sphère de Dyson n'a jamais été imaginée par Dyson lui-même comme quelque chose de forcément complet ou uniforme. Lui-même disait dans ses textes originaux qu'il pensait plutôt à un énorme nuage de structures individuelles, chacune indépendante mais coordonnée. Cela paraît logique quand on réfléchit à la complexité technique, aux besoins de modularité et à la gestion d'incidents ou de réparations. Ce type de projet exigerait certainement une flotte de robots, des usines spatiales miniaturisées et une capacité à recycler la matière et à s'adapter à tout incident astral ou technique. Les calculs montrent même que, au rythme où évolue la robotique et l'intelligence artificielle sur Terre, nous pourrions en théorie accéder à ce type de technologie dans plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce qui attire aussi l'attention des scientifiques, c'est la durée de vie potentielle d'une sphère de Dyson, même après la disparition de la civilisation qui l'aurait créée. L'univers étant extrêmement ancien, il est plausible que, pour chaque construction de ce genre, une grande partie soit détruite ou délabrée, mais qu'une fraction subsiste, trahissant toujours sa présence par des signaux inhabituels. Les mégastructures, pour cette raison, sont des candidats idéaux pour des recherches longues, car elles pourraient être détectables bien après la fin de la vie intelligente qui les a construites. Pour finir, la question de la sphère de Dyson rappelle que la technologie n'est pas seulement une série de gadgets, mais quelque chose qui peut transformer la totalité d'un environnement. Le concept force à repenser à l'échelle du système solaire et même au-delà, la quantité d'énergie accessible, l'impact sur le voisinage stellaire et les signatures physiques que nous, simples observateurs lointains, pourrions capter depuis la Terre. Les astronomes continueront à scanner le ciel, à combiner toutes les méthodes d'analyse sophistiquées, à faire tourner des modèles informatiques de plus en plus fins, tout cela en espérant un jour tomber sur ce signal unique qui révélera la trace d'une société aux capacités vertigineuses, capable de modifier de fond en comble l'espace autour de son étoile. Dans la foulée de cette quête des traces d'intelligence avancée, il y a un domaine qui fascine autant qu'il intrigue la communauté scientifique, l'exploration des signatures infrarouges dans notre galaxie. Cette piste s'impose presque naturellement, parce que si des civilisations extraterrestres ont vraiment construit des structures capables de capter l'énergie d'une étoile, même partiellement, on doit forcément retrouver dans l'espace la chaleur que ces structures recrachent. Pour comprendre où les astronomes en sont aujourd'hui, il faut regarder du côté des grands observatoires spatiaux qui, depuis plusieurs décennies, scrutent la Voie lactée dans différentes longueurs d'onde. L'un des plus connus est le télescope spatial WISE, lancé au début des années 2010 et qui a scanné le ciel entier dans le domaine de l'infrarouge. Avec lui, le télescope Spitzer, qui pendant plus de 15 ans a fourni des images détaillées et des relevés sur des centaines de milliers d'étoiles et de galaxies. Le principe derrière ces recherches, c'est que l'infrarouge révèle tout ce que nos yeux ne peuvent pas voir, la chaleur, les poussières cachées et, potentiellement, les signes indirects d'activité technologique à grande échelle. En analysant la quantité de chaleur émise par certaines étoiles, on espère détecter des excès qui ne collent pas avec ce qu'on attend d'objets naturels connus. Quand les astronomes parlent d'excès d'infrarouge, ils désignent des objets qui, à leur température et leur taille, devraient briller d'une certaine façon, mais qui paraissent beaucoup plus chauds dans l'analyse infrarouge que la physique ne le prévoit. Plusieurs raisons naturelles pourraient expliquer ce phénomène. Par exemple, la présence de nuages de poussière épais ou des disques autour d'étoiles jeunes en formation. Cependant, tous ces scénarios textbook sont maintenant bien catalogués. Aujourd'hui, ce que traquent les chercheurs, ce sont justement les anomalies qui échappent à ces catégories classiques, celles qui restent mystérieuses après exclusion de tous les suspects habituels. Ce sujet s'est accéléré à mesure que les campagnes d'observation accumulaient d'énormes quantités de données, et il faut bien voir que le volume d'informations traitées dépasse l'entendement. On parle de plusieurs centaines de millions de sources recensées rien que pour WISE. Les ordinateurs et les algorithmes de tri sont donc devenus indispensables, parce que chaque étoile, chaque galaxie, chaque tache lumineuse dans le ciel peut théoriquement trahir un phénomène inattendu. Une grande partie du travail consiste à éliminer les faux positifs.
Ça peut être une étoile entourée d'un gros disque de poussière froide, une collision d'astéroïdes, un nuage moléculaire, des phénomènes très lointains où la lumière est piégée sur le chemin vers la Terre. Pour chaque source suspecte, les scientifiques comparent les mesures obtenues à plusieurs longueurs d'onde, histoire de voir si ce pic d'infrarouge concorde avec d'autres paramètres, ou si, au contraire, il défie toutes les explications naturelles. C'est là que les cas vraiment intéressants ressortent. Il y a eu quelques campagnes célèbres qui ont fait à chaque fois vibrer la communauté. Un exemple connu remonte à la moitié des années 2010, quand une équipe américaine a passé au crible toutes les galaxies visibles avec WISE, à la recherche de candidats évoquant les propriétés d'un gigantesque artefact énergétique. Leur objectif, c'était de trouver, par milliers ou dizaines de milliers, des traces de mégastructures hypothétiques comme celles évoquées dans le concept de sphère de Dyson. Très vite, la réalité s'est imposée. La plupart des signaux inhabituels étaient causés par des galaxies actives, des objets déjà bien connus ou des processus physiques naturels mal compris au début. Mais malgré ces explications rationnelles, il est resté une poignée de cas isolés, des sources qui échappent encore à la logique classique. Ces anomalies sont aujourd'hui suivies de très près, et à chaque avancée technologique, on y revient avec des instruments de plus en plus sensibles. La question se pose alors: comment être sûr qu'une source d'infrarouge anormale n'est pas due à une grosse étoile bébé entourée de poussière ou à une vieille étoile géante à l'agonie? La réponse, c'est que les scientifiques utilisent une grille de critères très stricte, combinant l'âge de l'objet, sa distance, le type de lumière qu'il émet à toutes les longueurs d'onde, même les détails chimiques ou le mouvement dans la galaxie. Quand tout a été vérifié et que l'on a écarté les scénarios naturels, il reste peut-être une poignée d'objets vraiment bizarres. C'est par exemple comme ça qu'on a identifié les candidates les plus intrigantes des dernières années. Pour ces cas-là, il n'y a encore aucune preuve solide qui permette de crier « civilisation artificielle », mais les chercheurs gardent ces objets sous surveillance constante pour voir s'ils évoluent, montrent des profils inhabituels ou révèlent avec le temps de nouveaux détails. Un autre élément parfois négligé du grand public, c'est que l'infrarouge sert aussi à mieux comprendre ce qu'on appelle la pollution cosmique. Quand un astre ou une galaxie lointaine est caché derrière des nuages de poussière, l'infrarouge traverse plus facilement ces obstacles et dévoile des aspects que la lumière visible ne laisse pas passer. Grâce à ce principe, on arrive à traquer plus finement des sources qui seraient autrement complètement invisibles. Cela permet d'écarter de nombreux faux candidats, mais parfois aussi de tomber sur des objets qui n'appartiennent à aucune catégorie connue. Bien sûr, dans chaque cas, l'esprit critique reste de mise, car chaque anomalie peut révéler à long terme un phénomène naturel encore inconnu ou complexe. Et le but des chercheurs n'est pas de sauter à la conclusion qu'on a affaire à des extraterrestres, mais d'épuiser toutes les pistes naturelles avant de garder de telles hypothèses sur la liste. Certaines expériences d'observation infrarouge utilisent non seulement les résultats d'un unique télescope, mais combinent des bases de données entières pour comparer l'évolution d'une source à travers les années ou même les décennies. C'est là une grosse partie du travail qu'on pourrait appeler une traque de longue haleine, où chaque étoile mystérieuse est surveillée sur le long terme, sous plusieurs angles, afin de détecter la moindre variation suspecte. Ce suivi dans le temps permet de différencier entre un phénomène temporaire, comme un sursaut d'activité dans une étoile, et une émission infrarouge constante qui, elle, poserait des questions beaucoup plus embarrassantes. Il y a aussi le cas des sources ponctuelles et ponctuelles très lointaines, c'est-à-dire des objets dont l'origine exacte reste floue. Quelques-unes de ces signatures ont été associées, après de longues vérifications, à des galaxies naines, des quasars ou des objets massifs dans des phases d'évolution spéciales. Pourtant, à chaque campagne de recherche, de nouveaux objets font surface, et pour certains, les catalogues restent incomplets. C'est dans ces cas-là que la communauté scientifique fait preuve d'une grande rigueur. Plusieurs équipes indépendantes utilisent des méthodes différentes. Certains font des simulations informatiques de ce qu'on s'attend à observer si une sphère de Dyson partielle était présente autour d'une vieille étoile. D'autres scrutent le spectre lumineux à la recherche de détails chimiques qui trahiraient la présence de matériaux artificiels. Il y a même des experts qui estiment que, si une mégastructure se construisait ou se désintégrait, elle pourrait produire un schéma d'émission infrarouge qui fluctue avec le temps ou présenterait des régions plus denses où la chaleur serait relâchée de façon chaotique.
En observant sur plusieurs années, il serait possible de distinguer ces scénarios extrêmes de ceux des astres naturels qui se comportent avec régularité. Cette démarche de patience scientifique structure toute l'approche moderne. Mieux vaut attendre des données fiables que de tirer des conclusions hâtives sur des faits frappants mais mal compris. Évidemment, tout ce travail serait impossible sans la coopération internationale. Les données sont partagées, mises en ligne, réanalysées à chaque nouvelle campagne de télescope. Certains projets impliquent des centaines d'astronomes de tous les pays, chacun apportant son expertise. D'autres initiatives misent sur la participation citoyenne et l'intelligence collective pour repérer les cas qui échappent au radar. Tous ces efforts ont déjà permis de construire des bases de données robustes dans lesquelles chaque nouvelle anomalie est scrutée, testée et discutée jusqu'à épuisement des réponses classiques. Quand on réunit tous ces exemples, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, on a entre les mains un puzzle géant. Parmi les centaines de millions de sources infrarouges, seules quelques-unes résistent à toute explication naturelle. Et il est possible qu'elles cachent des phénomènes jamais observés jusqu'ici, ou, dans le scénario le plus audacieux, des preuves indirectes d'une activité technologique à grande échelle. Mais la prudence reste de rigueur. Les équipes scientifiques les plus reconnues insistent régulièrement sur la nécessité d'exclure chaque piste naturelle avant d'envisager l'extraordinaire. La perspective s'ouvre néanmoins avec l'arrivée de nouveaux instruments. Les futures missions spatiales, comme le télescope James Webb, lancé récemment, doivent offrir une sensibilité encore jamais atteinte dans l'infrarouge. Cela signifie qu'on va pouvoir examiner avec précision chaque anomalie, jusqu'à des détails ultra fins, souvent inaccessibles aux précédentes générations de télescopes. Grâce à cette révolution instrumentale, la séparation entre objets naturels exotiques et signatures réellement bizarres pourra se faire plus nettement. Pour le moment, aucun signal n'a mené à une démonstration formelle de mégastructure, mais chaque nouvelle campagne de données permet de resserrer les critères et d'éliminer peu à peu tous les signaux naturels mal compris. Ce travail de fond porte ses fruits sur d'autres aspects de l'astronomie. On découvre des étoiles et des galaxies atypiques, des processus thermiques mal connus et toute une panoplie de phénomènes rares. En cherchant l'exceptionnel, on enrichit la compréhension des lois normales. Les signatures infrarouges inexpliquées restent donc un champ de recherche particulièrement actif, dynamique et qui profite de l'avancée constante des technologies optiques comme informatiques. Ce vaste tri débouche aussi sur des découvertes inattendues, des systèmes binaires étranges, des matériaux interstellaires nouveaux et même des pistes pour mieux comprendre l'évolution stellaire. Plus les instruments progressent, plus le tri se resserre et plus les rares sources d'infrarouges qui défient toute explication deviennent précieuses pour la communauté. L'idée que certaines anomalies thermiques puissent être les traces indirectes d'ingénierie cosmique continue d'alimenter les réunions scientifiques, les colloques et toute la recherche moderne. Chaque anomalie est documentée, archivée, surveillée. Rien n'est laissé au hasard par des équipes de passionnés bien décidés à ne rien manquer d'inhabituel dans les milliards de points lumineux du ciel. Les prochaines décennies s'annoncent riches en découvertes, car à chaque progrès technologique, la part d'inconnus se réduit et laisse émerger quelques cas exceptionnels, parfois aux frontières de la compréhension actuelle. Dans tout ce processus, la garantie d'obtenir une réponse convaincante passe par la patience, la rigueur méthodologique et le travail d'équipe. Les données infrarouges continueront de servir de boussole pour dénicher ce qui sort des catégories usuelles. C'est à la croisée de cette patience et de cette curiosité intelligente que pourraient surgir un jour les premiers indices concrets d'activité technologique à l'échelle galactique, ou tout simplement une meilleure compréhension du cosmos et de ses mystères encore enfouis. Le développement de cette recherche sur les signatures infrarouges, qui continue de livrer de nouveaux détails et d'éveiller la curiosité des astronomes, repose aussi sur une idée centrale qui structure notre façon de penser les civilisations ailleurs dans la galaxie, la notion d'exocivilisation et sa classification. Pour comprendre où s'insère la recherche des mégastructures et pourquoi on les associe à des intelligences avancées, il faut remonter à une échelle très connue des spécialistes, mais qui touche en fait à des questions très pratiques. Combien d'énergie une société peut-elle extraire de son environnement et comment ce potentiel énergétique pourrait être visible à distance, même pour quelqu'un qui ne connaît rien à leur culture ou à leur biologie. C'est là qu'entre en jeu l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev tire son nom d'un astrophysicien soviétique, Nikolai Kardashev, qui en 1964 a posé une question toute simple. Comment distinguer, à travers l'espace, les différentes étapes de développement technologique d'une civilisation ?
Il a proposé de les classer non pas selon leur niveau scientifique, mais selon la quantité totale d'énergie qu'elles sont capables de mobiliser. Cela paraît logique quand on sait que l'énergie disponible conditionne tout le reste. Les transports, les communications, la gestion de l'environnement, la capacité à survivre à des crises naturelles ou à envisager des projets à très long terme. Dans la version originale de l'échelle, on distingue 3 grands types. Le type 1 désigne une civilisation capable de maîtriser toute l'énergie disponible à la surface de sa planète d'origine. Pour la Terre, par exemple, il s'agirait de collecter l'énergie solaire qui atteint la surface, la chaleur géothermique, l'énergie du vent, des océans et bien sûr toute forme d'énergie fossile ou renouvelable. Les estimations montrent qu'au début du XXIe siècle, l'humanité n'a atteint qu'environ 16% du niveau permettant de parler d'une civilisation de type 1 selon cette définition. Les chercheurs situent notre consommation énergétique annuelle à un peu plus de 10 puissance 13 watts, alors qu'il en faudrait près de 10 puissance 16 watts pour atteindre le seuil symbolique. Le type 2, quant à lui, fait un saut immense. Ici, une civilisation a trouvé le moyen de collecter et d'utiliser toute l'énergie produite par son étoile. Pour le Soleil, cela signifie une énergie d'environ 10 puissance 26 watts, soit des milliards de fois plus que l'ensemble de ce que nous utilisons actuellement sur Terre. C'est dans cette catégorie que s'inscrivent toutes les discussions sur les sphères de Dyson, les essaims stellaires ou d'autres mégastructures. Ce n'est pas une simple augmentation de la consommation, c'est vraiment un changement d'échelle, impliquant que la société en question a soit industrialisé l'ensemble de son système planétaire, soit développé des moyens de transporter, d'accumuler et de stocker des énergies sur des distances astronomiques. Ce type d'exploitation laisse forcément des traces dans le ciel, détectables soit dans l'infrarouge, soit dans d'autres signatures électromagnétiques, car aucune technologie n'est 100% efficace et toute transformation massive d'énergie s'accompagne de pertes à grande échelle. Enfin, le type 3, dans la classification de Kardashev, est le summum du développement technique, une civilisation capable d'exploiter directement ou indirectement toute l'énergie d'une galaxie entière. C'est difficile à concevoir parce que cela implique la coordination de centaines de milliards d'étoiles, la gestion de distances énormes, la transmission d'informations à travers des milliers d'années-lumière et la capacité à manipuler des forces qui dépassent largement ce qui est imaginable pour nous aujourd'hui. À ce stade, un tel groupe laisserait immanquablement des modifications détectables sur l'énergie des galaxies entières. Cependant, jusqu'à présent, aucune anomalie globale de ce type n'a été détectée dans la Voie lactée ni dans les galaxies voisines. Entre ces niveaux principaux, d'autres chercheurs ont raffiné l'échelle et suggéré l'existence de types intermédiaires, par exemple le type 1,5, pour décrire une société déjà capable de gérer et de contrôler la météo de sa planète, ses volcans, ses océans ou autres processus naturels sur de longues durées, mais pas encore en mesure de recueillir directement l'énergie de son étoile. Ces paliers sont utiles pour situer à quel stade pourrait se trouver une civilisation découverte à distance. Pour l'humanité, les prédictions très optimistes évoquaient, il y a quelques décennies, un passage au type 1 avant la fin du XXIe siècle. Mais en réalité, l'évolution se révèle beaucoup plus complexe, régulée par les crises, les contraintes sociales, politiques et environnementales. Ce cadre théorique s'applique particulièrement bien à la question de la détection. L'idée est simple, si une société arrive au type 2, elle doit, par définition, avoir modifié radicalement l'environnement stellaire, tandis qu'un type 1 ou un type intermédiaire aura un impact perceptible seulement à l'échelle de la planète ou du système planétaire proche. Cela guide la façon dont les astronomes trient les informations recueillies. Pour chaque étoile, chaque système galactique, ils cherchent des décalages dans l'intensité lumineuse, des excès d'infrarouge, des changements dans la structure spectrale ou d'autres signaux indicateurs d'un système énergétique non naturel. L'un des aspects marquants de cette démarche, c'est qu'elle ne spécule pas sur la forme de vie, la composition biologique ou la culture de l'exocivilisation, mais se concentre sur des signes physiques globaux. C'est très utile, car ça évite de projeter nos habitudes humaines sur des sociétés possiblement très différentes. On traite simplement la physique. Une étoile a une température, elle brille d'une certaine façon. Si elle se comporte différemment, on cherche à comprendre pourquoi, en excluant une à une toutes les explications naturelles classiques avant d'envisager l'artificiel. Au niveau opérationnel, la recherche des exocivilisations, et en particulier des types avancés sur l'échelle de Kardashev, utilise des outils sophistiqués.
Les astronomes croisent des relevés allant de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, multiplient les mesures photométriques et spectroscopiques et intègrent les modèles informatiques pour tester les variations attendues en cas d'exploitation massive de l'énergie d'une étoile. Parfois, ces méthodes servent à expliquer des phénomènes inconnus depuis longtemps, comme certains types d'étoiles variables, les sursauts d'énergie inattendus ou les structures de chaleur diffuse détectées par les satellites modernes. À chaque fois qu'une anomalie persiste, la piste de mégastructure revient sur la table, mais il faut d'abord passer par l'épuisement de toutes les autres causes envisageables. Une des implications directes de ce schéma, c'est qu'il relie la recherche de vie intelligente à des observations objectives, qui ne dépendent pas de messages, de signaux codés ou d'un vouloir de communication de la part d'une éventuelle exocivilisation. Autrement dit, même si une société extraterrestre ne veut rien dire à personne ou agit de façon totalement fermée, le simple fait de transformer l'environnement stellaire à grande échelle laisse un sillage dans le cosmos que nous pouvons, en théorie, détecter. Cela change la perspective et ouvre la possibilité de découvrir des traces de civilisations totalement disparues, simplement en analysant leurs impacts énergétiques restés dans la matière ou les rayonnements du système stellaire. Il est intéressant de noter que, malgré la popularité de l'échelle de Kardashev, aucun signal ne permet à ce jour de situer formellement une exocivilisation sur le type 2. Les discussions scientifiques intègrent cependant régulièrement des calculs plus raffinés, insistant sur la diversité possible des modes d'exploitation. Une société très différente de la nôtre pourrait préférer des formes d'énergie alternatives ou ne mobiliser qu'une fraction de l'émission de son étoile. Dans ce cas, le signal serait beaucoup plus ténu et difficile à distinguer du bruit naturel. Les astronomes développent donc des algorithmes capables de repérer même de très légers excès d'énergie ou des baisses de lumière atypiques, mais la tâche est colossale étant donné le nombre d'étoiles à surveiller sur des décennies. D'un point de vue pratique, l'échelle de Kardashev sert aussi de guide conceptuel pour imaginer les scénarios d'évolution de la vie dans la galaxie. Elle pousse les chercheurs à envisager non seulement la possibilité de mégastructures visibles directement, mais aussi l'existence de formes moins spectaculaires, comme des réseaux de capteurs solaires dispersés, des installations minières à grande échelle dans les disques d'astéroïdes, ou même des manipulations subtiles du climat stellaire. Toute modification à très vaste échelle laisse, tôt ou tard, des effets physiques visibles, qu'il s'agisse de variations thermiques, de changements dans la composition spectrale ou de perturbations électromagnétiques qui pourraient être captées par nos télescopes. Cela encourage aussi une veille constante sur les objets du système solaire et du voisinage proche. Certains projets étudient les comètes et les astéroïdes, imaginant que des restes d'activités artificielles pourraient y apparaître ou que des sondes dormantes, vestiges de civilisations passées, se trouveraient dans les couches externes du nuage de Oort. Même si ces scénarios restent hautement spéculatifs, la recherche s'appuie sur des principes physiques solides. Toute activité technologique durable laisse des traces dans la rotation des corps, leur composition de surface ou de faibles émissions électromagnétiques non naturelles. La progression dans la maîtrise énergétique, si on la compare aux historiques des sociétés humaines, n'est jamais linéaire. Cela veut dire que la transition d'un type à l'autre peut prendre des milliers, voire des centaines de milliers d'années, ou ne jamais survenir si des limites physiques, écologiques ou sociales bloquent l'accès à l'énergie supérieure. Mais pour les civilisations qui franchissent ces obstacles, chaque palier énergétique ouvre la voie à de nouvelles possibilités de transformation de leur environnement et surtout augmente leur visibilité pour d'éventuels observateurs lointains comme nous. Dans l'analyse des données actuelles, les astronomes se concentrent principalement sur le repérage de signatures énergétiques dépassant largement la capacité naturelle de l'environnement. Par exemple, si on découvre une étoile dont la luminosité est anormalement basse dans l'optique, mais incroyablement élevée dans l'infrarouge, avec un spectre incompatible avec une source naturelle connue, on tiendrait là un candidat sérieux pour une mégastructure ou une activité industrielle galactique. Pour le moment, cependant, toutes les anomalies identifiées ont fini par trouver une explication naturellement plausible, même si de petits groupes de cas inexpliqués persistent, alimentant le débat et la poursuite des observations. On pourrait aussi se demander si certaines civilisations intelligentes choisiraient consciemment de cacher leur impact énergétique, soit pour éviter d'être détectées, soit pour des raisons d'économie ou de gestion à long terme. Ce genre de civilisation furtive,
postulés dans certains modèles théoriques rendraient la détection directe quasiment impossible sans des instruments encore plus sensibles ou de nouvelles méthodes d'analyse. Cela correspond à l'idée que l'absence de preuves actuelles ne signifie pas une absence d'activité, mais simplement la limite de nos outils actuels. En cherchant à capter la lumière résiduelle des exocivilisations, la recherche moderne mêle toute une palette de disciplines: astrophysique, analyse de signaux, traitement du big data, intelligence artificielle. Chaque nouvelle génération de satellites ou de télescopes ouvre la porte à l'analyse de millions de nouveaux objets, et la moindre anomalie résistante aux explications naturelles peut devenir le centre d'une enquête internationale mobilisant des spécialistes du monde entier. Ce dynamisme collectif fait que l'échelle de Kardashev et la notion d'exploitation énergétique restent au cœur des débats sur les mégastructures et la vie intelligente ailleurs. En somme, l'étude des exocivilisations à travers l'échelle de Kardashev permet aux astronomes de structurer leur démarche, de hiérarchiser les priorités d'observation et de maximiser les chances de détection de traces vraiment anormales dans la galaxie. Ce travail patient et méticuleux contribue aussi à mieux comprendre l'évolution de notre propre société, la manière dont nous pourrions tirer parti de l'énergie disponible et, éventuellement, laisser un jour notre propre empreinte détectable. Les progrès continus dans ce domaine promettent de nouvelles avancées, et la recherche se poursuit au quotidien, en quête du moindre indice qui pourrait changer notre représentation des civilisations dans l'univers. L'une des illustrations les plus marquantes de cette approche scientifique basée sur la patience et la rigueur se retrouve dans l'analyse minutieuse des données autour de l'étoile Kik 846 252, celle qu'on a fini par tous appeler l'étoile de Tabby. Depuis son entrée fracassante sur la scène astronomique publique en 2015, cette étoile a suscité des débats intenses, des suspicions, mais aussi beaucoup de créativité de la part des chercheurs du monde entier. L'étude de son comportement n'est pas seulement une chasse à la mégastructure, c'est une véritable démonstration de la façon dont la communauté scientifique fonctionne lorsqu'elle se retrouve confrontée à l'inconnu. Ce qui rend ce cas fascinant, c'est justement la diversité des hypothèses, leur évolution et les interrogations que chaque modèle alternatif fait surgir. Juste après que les variations inexpliquées de la lumière de Kis 846 252 ont été dévoilées, la première démarche a consisté à fouiller toutes les bases de données à la recherche d'explications ordinaires avant d'envisager l'extraordinaire. Cette manière de faire n'a rien d'anormal, car en matière d'astronomie, la plupart des phénomènes étranges finissent par trouver une origine naturelle, à condition de disposer de suffisamment de données et d'ingéniosité pour lire entre les lignes. Pour l'étoile de Tabby, l'équipe de Tabeta Boyajian et de nombreux autres chercheurs ont donc tenté de modéliser les fluctuations lumineuses par tout ce qui est connu. Nuages de poussière interstellaire, disques circumstellaires, passages de planètes géantes, essaims d'astéroïdes ou d'objets cométaires. Chacune de ces pistes a fait l'objet d'articles, d'études détaillées et de nombreux échanges dans la presse spécialisée. L'idée du nuage de poussière, souvent la première invoquée dans ce genre de situation, s'imposait car de nombreuses jeunes étoiles sont entourées de disques ou de résidus de leur formation. Toutefois, l'analyse des courbes de lumière de l'étoile de Tabby et les observations complémentaires dans l'infrarouge ont compliqué rapidement cette piste. Normalement, une grande quantité de poussière absorbant la lumière visible devrait aussi réémettre en infrarouge, ce qui n'a pas du tout été le cas ici selon les études menées par le télescope Spitzer et d'autres instruments. Aucune signature thermique cohérente avec un nuage dense ou prolongé n'a été détectée. Cette absence de signal infrarouge a forcé les chercheurs à chercher ailleurs. Une autre explication naturelle proposée a été l'hypothèse du flot de comètes. Selon ce scénario, l'étoile aurait croisé, dans des temps récents, un énorme essaim de comètes venant d'une ceinture externe, un peu comme notre nuage d'Oort à l'échelle du système solaire. La désintégration de ces corps glacés aurait alors engendré une série d'occultations irrégulières. L'idée a séduit une partie de la communauté parce qu'elle permettait d'expliquer certaines irrégularités dans la profondeur et la durée des chutes de luminosité. Les modèles présentés dans plusieurs articles ont toutefois montré qu'il faudrait un nombre énorme de comètes, bien supérieur à celui qu'on observe généralement autour d'autres étoiles, et surtout un alignement quasiment improbable pour produire l'effet vu depuis la Terre. Même avec cette explication, les baisses les plus intenses, atteignant jusqu'à 22%, restaient difficiles à réconcilier avec la quantité de matière dissimulée attendue dans ce cas. Certains chercheurs ont alors regardé dans la direction des phénomènes stellaires internes,
suggérant que les variations pouvaient provenir de l'activité propre de l'étoile de Tabby, comme des taches stellaires géantes, un champ magnétique inhabituel ou des oscillations internes imprévues. Cependant, la comparaison avec d'autres étoiles similaires a montré qu'aucune ne produisait ces motifs chaotiques et multiformes. La régularité et la structure des variations internes connues ne correspondaient pas à la complexité des chutes de luminosité observées. La situation devenait alors vraiment atypique, poussant certains à proposer des combinaisons d'effets, comme des nuages de poussière plus fins couplés à des objets compacts ou des processus cycliques encore inconnus. Au fur et à mesure que les hypothèses naturelles étaient testées et raffinées, une partie de la communauté, alertée par la singularité du cas, a commencé à envisager que peut-être on faisait face à un phénomène complètement inédit. Parmi les suggestions qui ont le plus frappé le public, il y a évidemment la possibilité qu'il s'agisse d'une mégastructure en construction ou en train de se désintégrer, un ensemble d'artefacts géants partiellement opaques orbitant autour de l'étoile. L'idée a été popularisée par la comparaison avec la sphère de Dyson et la médiatisation mondiale qui a suivi les travaux initiaux de Boyajian. Les journalistes, les passionnés de science-fiction et une partie du public ont alors projeté dans ce cas l'imaginaire connecté à la recherche d'intelligence extraterrestre. Cependant, les astronomes sont restés prudents. Aucun signal radio, aucune émission cohérente avec la présence de technologies avancées n'a été captée, malgré des campagnes d'observation dédiées par différentes équipes internationales et notamment le programme SETI. Les analyses spectrales cherchant des traces chimiques inhabituelles ou des matériaux non naturels n'ont rien donné de probant jusqu'à présent. Même l'excès possible de chaleur attendu en cas de chantier énergétique massif n'a pas été observé. Les niveaux infrarouges restent en dessous de ceux prédits par les modèles de mégastructures imaginées. Il en ressort que, même si l'idée séduit le public et ravive la curiosité, il n'existe à ce jour aucune donnée capable d'indiquer une origine artificielle. La ferveur autour de cette étoile, relancée par son côté mystérieux, a eu tout de même un effet positif sur la recherche. L'ensemble du dispositif d'observation a permis de mobiliser davantage de ressources, aussi bien chez les professionnels que parmi les astronomes amateurs. Des réseaux mondiaux se sont organisés pour surveiller en continu l'étoile de Tabby, relevant chaque nouvelle fluctuation dans sa luminosité. Ces efforts collectifs ont enrichi la base de données sur le phénomène, permettant de confirmer que le phénomène n'était lié ni à un problème technique d'un seul télescope, ni à une perturbation temporaire ou locale. Petit à petit, la communauté a donc élargi le spectre des scénarios alternatifs. Certains suggéraient l'existence d'astéroïdes annulaires ou d'objets massifs sur des orbites excentriques, d'autres ont exploré l'hypothèse de planètes vagabondes chargées en nuages de débris. D'autres chercheurs encore, en particulier dans le champ de la dynamique orbitale, ont examiné les effets de résonance ou de perturbations gravitationnelles entre plusieurs corps cachés autour de l'étoile. À chaque nouvelle idée, une série de simulations et de calculs ont été menés. Le plus compliqué est toujours d'arriver à expliquer en même temps les occultations rapides, profondes, irrégulières et sans périodicité claire. Jusqu'à présent, aucun de ces modèles ne satisfait complètement toutes les données observées. C'est ce qui continue à faire de l'étoile de Tabby un cas d'étude exceptionnel. Face à ce mystère persistant, certains ont insisté sur la nécessité de mener des suivis encore plus longs et détaillés. Il ne suffit pas d'expliquer une ou deux valses de la courbe lumineuse. Il faut trouver un cadre qui tienne la route avec l'ensemble des observations sur plusieurs années, quels que soient les instruments utilisés. Ce travail patient et collectif, un peu à la manière d'une enquête à rebondissement, alimente au quotidien la motivation des chercheurs. La multiplicité des points de vue permet aussi d'éviter de tomber dans l'autosuggestion ou l'effet boule de neige de la dernière théorie à la mode. La presse, tant spécialisée que générale, a énormément couvert les débats sur l'étoile de Tabby. Les médias populaires, souvent attirés par le mystère et la part de rêve, ont relayé abondamment les articles scientifiques, parfois en poussant un peu trop le curseur de l'extraordinaire. Cela a contribué à placer sous le feu des projecteurs la moindre évolution dans le dossier, chaque nouvelle donnée, chaque hypothèse émergeant dans un article ou une conférence. Il en est résulté un afflux d'intérêt du grand public et même la naissance de financements participatifs pour soutenir l'achat de tant de télescopes, chose rare dans le domaine. Ces dons, petits ou grands, ont permis d'impliquer aussi les amateurs éclairés, qui surveillent l'étoile de Tabby sur tous les continents, continuant à accumuler des données complémentaires à celles des grands relevés professionnels. Les débats scientifiques, de leur côté, n'ont jamais cessé depuis 8 ans. Chaque congrès d'astronomie, ou presque, réserve une part pour la discussion des nouvelles données, les modèles mis à jour, les scénarios rivaux et chaque détail mis au jour grâce à la technologie toujours plus performante des télescopes optiques comme infrarouges.
Certains chercheurs défendent l'idée qu'un ensemble de phénomènes se chevauchent pour expliquer l'ensemble du comportement lumineux, tandis que d'autres persistent à chercher le chaînon manquant, cette variable cachée qui, une fois intégrée, rendra toutes les observations logiques. Le consensus n'est donc pas atteint et il règne encore une atmosphère de saine émulation. Personne ne veut lâcher l'affaire avant d'avoir compris ce qui rend Kik 846 252 aussi exceptionnel. Ce processus reflète bien la démarche scientifique authentique. À aucun moment, il n'est question de garder ou d'abandonner une piste pour des raisons d'image. Ce sont les données, et elles seules, qui servent de juge de paix. Si demain, une nouvelle variation lumineuse se produit et qu'elle colle parfaitement avec le scénario d'un nuage de poussière inhabituel, la communauté l'adoptera. Si, à l'inverse, un schéma régulier ou un motif chimique inattendu apparaît et qu'il évoque un artefact encore inconnu, alors le débat basculera de ce côté. Les chercheurs sont constamment à l'affût de ce genre de rebondissement. L'un des aspects les plus impressionnants dans le cas de l'étoile de Tabi, c'est la capacité de la communauté scientifique et du public à collaborer, à partager les courbes de lumière, à mettre en commun les analyses et à garder l'esprit ouvert, même lorsque les hypothèses paraissent invraisemblables. Cela a permis de faire émerger de nouveaux outils d'analyse de signaux, d'améliorer la modélisation des nuages circumstellaires, de perfectionner la compréhension du comportement des débris et des poussières dans le voisinage d'une étoile. On retient ainsi que même quand une explication définitive n'existe pas encore, chaque effort pour résoudre le mystère produit des bénéfices pour de nombreux autres domaines de l'astronomie. L'histoire n'est donc pas terminée, et l'étoile de Tabi continue de déchaîner les passions, mais aussi l'analyse sérieuse. Les réponses définitives se font attendre, mais toutes les données récoltées, tous les scénarios testés, toutes les campagnes d'observation répétées forgent peu à peu la résilience d'une méthode scientifique exigeante dont l'objectif est de ne rien laisser dans l'ombre. La difficulté à trancher entre l'ordinaire et l'extraordinaire, le naturel et le peut-être artificiel montre à quel point l'univers réserve des surprises à ceux qui savent y prêter attention. Ce cas singulier reste pour l'instant l'un des meilleurs exemples du foisonnement d'idées, de la pugnacité collective et de la prudence rationnelle qui font vivre la science moderne. Si on poursuit ce cheminement autour du cas de l'étoile de Tabi et de la créativité scientifique qui l'accompagne, il y a tout un pan des recherches et des discussions qui se penchent sur des mégastructures théoriques. Toute la question des grandes constructions spatiales imaginées par des civilisations avancées va bien au-delà de la fameuse sphère de Dyson. Nous sommes nombreux à avoir déjà entendu ce terme dans la culture populaire ou à travers des documentaires, mais il existe beaucoup d'autres concepts, certains issus de la littérature de science-fiction, d'autres proposés dans des articles scientifiques pour explorer la question des limites de l'ingénierie cosmique. Aujourd'hui, les scientifiques, comme les auteurs, s'en donnent à cœur joie pour faire le tour de toutes les possibilités. Anneaux de Niven, essaims stellaires, surfaces habitats artificiels et bien plus encore. Chacune de ces idées pose à sa façon le problème de la collecte et de l'utilisation de l'énergie à une échelle qui dépasse largement tout ce que l'humanité a tenté jusqu'à présent. L'un des concepts qui revient régulièrement, c'est celui de l'anneau de Niven. Ce nom est directement inspiré du roman Ringworld, publié en 1970 par Larry Niven. Il décrit une bande artificielle de matière, aussi large qu'une planète, et d'un rayon comparable à celui de l'orbite de la Terre autour du Soleil, positionné comme un gigantesque cercle entourant une étoile. Cet anneau tournerait sur lui-même très rapidement, générant ainsi une gravité artificielle par force centrifuge, ce qui permettrait à ses habitants de marcher sur sa surface, un peu comme sur une planète. La face interne de l'anneau encourt constamment la lumière de l'étoile, tandis que la face externe fait face au vide spatial. Même si cette idée semble sortir directement d'un imaginaire débridé, certains physiciens théoriciens ont fait des calculs de stabilité. Le principal défi serait de garder l'anneau au bon endroit, car la moindre perturbation gravitationnelle pourrait le faire dériver dangereusement ou le déstabiliser. En poursuivant cette logique, on rencontre aussi la notion d'essaim stellaire, parfois appelée essaim de Dyson. Plutôt que de construire une coque rigide, le principe est d'envoyer des milliards de petits modules ou satellites, chacun équipé de capteurs solaires qui récoltent l'énergie émise par l'étoile. Ces modules seraient assez petits pour être fabriqués en série et contrôlés automatiquement, mais assez nombreux pour former, collectivement, une sorte de nuée qui entoure l'étoile sur toutes les orbites possibles. Ce type d'essaim aurait un avantage de taille.
plus besoin d'assurer la stabilité structurelle d'une construction gigantesque et continue. L'entretien et le remplacement des modules abîmés pourraient être assurés par des robots ou des usines spatiales, et la flexibilité serait plus grande en cas de problème. Certains scientifiques ont tenté d'estimer la faisabilité de ce genre de projet avec nos connaissances actuelles. Il en ressort qu'il faudrait des quantités de matière absolument énormes. Par exemple, pour fabriquer un essaim de Dyson classique destiné à récolter la plus grande part de l'énergie d'une étoile comme le Soleil, il faudrait peut-être démonter une planète entière, voire plusieurs petites planètes, pour en extraire les ressources nécessaires à la production des panneaux et des systèmes automatisés. D'après certains modèles simplifiés, le démontage de Mercure, la plus petite planète du système solaire mais relativement riche en métaux, pourrait suffire à produire une quantité gigantesque de capteurs solaires sous la forme de minces satellites. Dans les faits, cela impliquerait un degré d'automatisation, de recyclage et d'échange de masse très supérieur à ce que nous savons faire actuellement. Au-delà de ces idées pratiques, les mégastructures théoriques explorent aussi des modèles beaucoup plus sophistiqués. Il existe par exemple le concept de sphère de Matrioshka. Ce projet, examiné en détail dans des articles scientifiques des années 2000, propose de construire non pas une seule coquille, mais plusieurs couches concentriques autour de l'étoile. Chaque couche, un peu comme dans une poupée russe, récupérerait l'énergie thermique perdue par la couche immédiatement plus proche de l'étoile, la transformant à nouveau en travail utile. Cette cascade énergétique permettrait d'utiliser presque toute l'énergie en minimisant les pertes et en multipliant les possibilités d'habitat ou de transformation. On imagine alors des civilisations vivant sur plusieurs couches successives ou exploitant la chaleur à des températures de plus en plus basses. Pour réaliser une sphère de Matrioshka, il faudrait non seulement des volumes de matière encore plus colossaux, mais aussi une maîtrise avancée des échanges thermiques et de nouveaux matériaux résistants à des gradients de température extrêmes. Certains modèles vont encore plus loin en se projetant au niveau de l'échelle galactique. Il a par exemple été proposé de constituer des réseaux coordonnés de capteurs énergétiques sur des centaines, voire des milliers de systèmes solaires, transférant l'énergie collectée par des faisceaux de lumière ou des ondes de plasma de très haute puissance. Ce type de mégastructure, parfois appelé nuage stellifère, serait logiquement détectable depuis la Terre par des signaux cohérents sur de grandes portions de la galaxie, une modification des profils lumineux typiques et une émission infrarouge globale trahissant l'utilisation massive d'énergie à grande échelle. En plus des aspects énergétiques, les mégastructures théoriques posent souvent la question de l'habitat spatial. Certains auteurs et ingénieurs envisagent des surfaces artificielles conçues pour héberger des milliards d'individus. Cela touche à la notion de surface habitat, comme le disque de Bishop, les cylindres d'O'Neill ou les sphères de Bernal, initialement imaginées pour servir de colonies à grande échelle autour d'une étoile. Ces structures sont généralement conçues pour offrir une gravité, une atmosphère contrôlée et un cycle jour-nuit grâce à la rotation sur elles-mêmes. L'intérêt de ces habitats réside dans leur adaptabilité. Il est possible d'en rajouter selon les besoins, d'en modifier la taille ou la composition et de leur faire accomplir des tâches variées, de la production industrielle à l'agriculture ou la recherche scientifique. La question de la stabilité mécanique et thermique de ces énormes constructions revient souvent dans les études. Pour une sphère géante ou un anneau autour d'une étoile, la gestion des forces de marée, des impacts de météorites, du rayonnement cosmique ou encore de la fatigue des matériaux sur des centaines ou des milliers d'années constituent des défis immenses. Les physiciens tentent souvent de modéliser ces scénarios à l'aide de simulations numériques où chaque paramètre peut être ajusté pour tester la résistance, l'équilibre et la longévité d'un tel artefact en fonctionnement. Ces recherches, même purement théoriques, permettent parfois de découvrir de nouveaux matériaux potentiellement adaptés ou d'imaginer des assemblages innovants qui minimisent les risques de défaillance catastrophiques. Il y a aussi l'idée d'utiliser des astéroïdes entiers ou des lunes comme base de construction. Plutôt que de déplacer la matière à longue distance, certains projets proposent de creuser les petits corps célestes et d'y intégrer des infrastructures emboîtées, protégées naturellement du rayonnement et des chocs. Ces habitats troglodytes géants présenteraient l'avantage d'utiliser la masse existante, de limiter l'impact sur l'environnement stellaire et d'offrir des refuges stables en cas d'événements extrêmes. Évidemment, de tels projets demanderaient des robots de chantier autonomes, des flottes de vaisseaux transporteurs et une coordination technologique à une échelle inimaginable aujourd'hui. Pour détecter la présence éventuelle de telles mégastructures,
Les astronomes ont développé ces dernières années des méthodes dédiées. Elles consistent principalement à rechercher des variations atypiques dans la lumière émise ou occultée par certaines étoiles. Par exemple, on sait que le transit d'un anneau massif, d'un essaim dense de panneaux, voire d'un habitat géant, provoquerait des courbes de lumière anormales. La lumière baisse non pas de façon hyper régulière comme avec une planète, mais sur des périodes différentes, avec des gradients et des amplitudes qui ne collent pas à ce qui est observé habituellement. Dans certains cas, on s'attendrait à ce que les occultations soient multiples, semblant chaotiques pour un observateur extérieur, ce qui pourrait correspondre à plusieurs modules en orbite à différentes distances. Un autre axe de recherche concerne la spectroscopie. Si toutes ces structures sont faites de matériaux hautement spécifiques, il est possible qu'un spectre d'absorption ou de réflexion inhabituelle apparaisse lorsqu'elle passe devant ou autour d'une étoile. Les matériaux composites, les alliages exotiques ou même des structures en carbone ultra pur pourraient laisser dans la lumière traversant la structure des empreintes uniques à condition d'avoir la résolution nécessaire pour les repérer à des dizaines d'années-lumière. Jusqu'ici, toutes les anomalies spectroscopiques relevées ont trouvé une explication naturelle ou sont restées indécidables à cause du bruit de fond élevé. Dans le domaine des simulations, certaines équipes de physiciens examinent les effets de stabilité dynamique pour chaque type de mégastructure. Par exemple, l'anneau de Niven, s'il n'est pas parfaitement centré, peut dériver vers ou loin de l'étoile, ce qui le condamnerait à long terme, sauf à disposer d'un système de stabilisation extrêmement performant. Les essaims de Dyson, eux, risquent de voir certains modules déraillés de leur orbite suite à des collisions, des micro-impacts ou des défaillances système. Les travaux évaluent donc l'efficacité de systèmes d'autoréparation, les besoins en énergie pour corriger les trajectoires ou l'utilité d'intelligence artificielle gérant l'ensemble du réseau de collecte énergétique. L'impact des mégastructures ne se limite pas à la lumière visible ou à l'électricité. Si une civilisation parvenait à ce stade, elle pourrait également produire des signaux secondaires, comme de puissantes émissions radio, des ondes gravitationnelles faibles, ou même des perturbations dans les courants de particules cosmiques qui traversent la galaxie. Dans certains modèles, une mégastructure ancienne ou mal entretenue pourrait produire un excès de débris détectable, des morceaux de capteurs, des structures devenues flottantes, des nuages de micro-poussières techniques circulant lentement autour de l'étoile. Les astronomes commencent à intégrer ces scénarios dans leurs programmes de recherche, notamment grâce à l'amélioration des observatoires spatiaux qui détectent de mieux en mieux les signaux faibles et indirects. Pratiquement, si l'on trouve un jour une variation de lumière d'étoile inexplicable par les courbes classiques ou un excès de matière orbitale présentant des propriétés différentes de la poussière naturelle, cela pourrait être le marqueur d'une mégastructure théorique. Les indices recherchés sont donc multiples. Coupures nettes dans la luminosité, bruit de fond inhabituel dans l'infrarouge, signature chimique ou spectrale atypique, voire modification de la polarisation de la lumière. Plus la technologie avance, plus ces signaux faibles sont accessibles, mais il reste encore des millions de candidats à passer au crible pour isoler les plus prometteurs. Un autre point marquant concerne la durée de vie de ces installations. Si toute civilisation a une fin, il se peut que les mégastructures survivent pendant des milliers ou des millions d'années, visibles longtemps après la disparition de leurs concepteurs. L'accumulation des débris, la dégradation des surfaces ou l'effondrement structurel progressif donneraient naissance à des motifs lumineux étranges, capables de tromper les modèles actuels, mais perçus comme incohérents ou chaotiques. C'est pourquoi les astronomes cherchent aussi à surveiller les étoiles variables et à comparer leurs profils lumineux sur des décennies pour voir s'il y a des motifs récursifs. Dans le même temps, l'exploration des mégastructures inspire aussi de nouveaux outils scientifiques et des collaborations inédites. Les modélisations de dynamique orbitale, la construction de capteurs haute résolution ou le développement de logiciels spécialisés sont en partie motivés par l'envie de mieux comprendre et, potentiellement, d'identifier des traces indirectes de ces architectures colossales. Certaines universités lancent même des programmes interdisciplinaires associant ingénierie, astrophysique, matériaux et intelligence artificielle pour explorer ce champ de recherche au carrefour de l'imaginaire et de la rigueur. Les mégastructures théoriques, même lorsqu'elles relèvent pour l'instant de l'expérimentation virtuelle ou du calcul sur ordinateur, poussent toute la communauté à élargir la gamme des scénarios envisageables pour la détection de civilisations avancées. Elles forcent les chercheurs à sortir des sentiers battus, à inventer des signatures alternatives et à tester des modèles jusque-là laissés de côté faute d'explications naturelles satisfaisantes. Avec chaque mission spatiale, chaque nouvelle génération de télescopes,
La perspective de croiser un jour une preuve convaincante reste un moteur pour cette aventure scientifique, où toutes les idées, même les plus surprenantes, sont accueillies comme des pistes à expérimenter et à discuter collectivement. Ces recherches toujours plus poussées sur les mégastructures et les signatures hors du commun forcent aussi à réfléchir aux conséquences si, un jour, une découverte venait valider l'existence d'un artefact artificiel à l'échelle d'une étoile. Ce n'est pas simplement un fait scientifique. Une telle information aurait un impact important sur presque tous les domaines de la société humaine actuelle. Découvrir une mégastructure créée par une intelligence non humaine, c'est un bouleversement qui dépasse de loin le cercle des laboratoires et des observatoires. Cela touche la manière dont chacun perçoit l'histoire, la place de l'être humain dans l'univers et le sens même de toute notre technologie. La science, dans sa routine, avance à partir de l'hypothèse que tout phénomène est d'abord naturel et qu'on doit exclure cette option avant d'envisager autre chose. Mais dès que les indices ou les mesures donnent du crédit à une origine artificielle, le débat change radicalement. Les chercheurs savent bien que la communauté mondiale réagirait au quart de tour avec une vague de questions et d'incertitudes. La première réaction de la plupart des scientifiques serait de vérifier et revérifier toutes les observations, d'ouvrir les mesures à des équipes internationales, d'utiliser des dizaines de techniques différentes pour balayer tout risque d'erreur, tout effet instrument ou toute fausse piste due à l'environnement spatial. Mais au fur et à mesure que les confirmations s'accumuleraient, l'attention du public, des médias et des institutions deviendrait immense. Il n'est pas difficile d'imaginer des conférences de presse extraordinaires, des annonces de toutes les grandes agences spatiales réunies, la mobilisation rapide de groupes d'experts en communication et en diplomatie scientifique. Sur le plan purement scientifique, la découverte d'une mégastructure confirmerait qu'une intelligence a su dépasser les limites de la planétologie classique et manipuler son étoile ou son environnement à très grande échelle. On aurait alors sous les yeux la preuve qu'il existe, ou qu'il a existé dans un passé plus ou moins ancien, des sociétés capables de maîtriser des énergies à des niveaux bien supérieurs à tout ce que l'humanité a réalisé. Cela donnerait aux chercheurs d'innombrables pistes, comprendre la technologie employée, évaluer la logique du design, modéliser l'usage de toutes ces infrastructures. Les débats s'ouvriraient sur la durée de vie de ces structures, sur les données matérielles à repérer et sur la possibilité que d'autres artefacts dorment ailleurs dans la galaxie. Les conséquences scientifiques ne s'arrêtent pas là. Une preuve matérielle d'intelligence ailleurs obligerait à adapter beaucoup de nos critères de recherche. On reconsidérerait l'équation de Drake. Tous les paramètres sur la longévité des civilisations, la fréquence de leur apparition, la probabilité qu'elles laissent des traces détectables par leurs déchets technologiques ou leurs mégastructures. On étudierait aussi de plus près les implications pour la biologie de l'évolution. Si la vie a su générer des êtres capables de bâtir à de telles échelles, cela suppose que l'univers n'est pas un désert silencieux, mais un terrain d'expérimentation où certaines espèces peuvent aller très loin. En dehors du champ scientifique, il est évident que les religions, les philosophies et toute la tradition culturelle seraient bousculées par cette annonce. Historiquement, tout grand pas en astronomie a eu une forte influence sur la vision que l'humanité se fait du monde. Savoir, avec certitude, que d'autres intelligences ont existé ou existent, même loin, ouvrirait la porte à des remises en question majeures pour des groupes spirituels ou pour toute communauté qui s'est construite sur l'exception humaine. Les débats seraient rapidement repris dans chaque culture, chacun essayant de comprendre ce que cela signifie pour la façon d'aborder les textes, les mythes, les croyances anciennes. Des penseurs commenceraient à relier ces nouvelles données à des idées sur le destin collectif, l'humilité devant le cosmos ou, au contraire, la place unique que l'homme aurait dorénavant en tant que membre d'une famille galactique. Le monde politique aurait aussi un rôle central à jouer. Une telle découverte générerait des questions de sécurité, de gestion de l'information et même de géopolitique. Les principales puissances voudraient sûrement obtenir des copies et des analyses indépendantes des données, chercher à en savoir plus sur l'emplacement, la nature et le fonctionnement de la mégastructure détectée. Il y aurait des commissions spéciales, des rencontres internationales et des discussions sur la façon de gérer le savoir et ses retombées dans l'éducation, la défense, la communication au public. Les Nations Unies et d'autres institutions mondiales devraient probablement se réunir d'urgence pour formuler une position commune. Dans les discussions plus larges, certains avanceraient que l'humanité aurait là une occasion d'unir ses efforts, dépassant les divisions historiques pour faire face collectivement à la réalité d'une intelligence étrangère.
D'autres, au contraire, pourraient craindre que cette annonce soit source de rivalité, d'agitation sociale ou de crainte irrationnelle, voire d'un nouveau type de compétition technologique et idéologique. Il est probable que le rapport à la connaissance mais aussi à la technologie évoluerait, les rêves, les peurs, les espoirs changeraient pour toute une génération. Dans la culture populaire, la nouvelle ferait l'objet d'un engouement massif. Livres, films, documentaires, débats et forums se multiplieraient. Chacun tenterait d'imaginer l'aspect de ces civilisations, la façon dont elles vivent, leurs intentions et la suite de leur évolution. Il y aurait probablement une explosion de créativité et un recyclage de tous les mythes liés à la vie dans l'univers. Les artistes s'empareraient du sujet pour proposer de nouveaux mondes, de nouvelles architectures, de nouvelles manières d'habiter le ciel. Des festivals et des expositions seraient organisés partout, certains célébrant la découverte, d'autres exprimant plutôt la crainte de bouleversements inédits. Les réactions individuelles seraient très diverses. Pour certains, ce serait un motif d'émerveillement et de curiosité inépuisable. Pour d'autres, une source d'inquiétude, de scepticisme ou même de rejet. Certains pourraient voir l'apparition d'une nouvelle responsabilité collective, celle d'apprendre, de comprendre et d'agir dans un monde devenu plus complexe, où l'humain n'est plus le seul repère intelligent. Des groupes de réflexion sur les conséquences à long terme de la découverte pourraient voir le jour, rassemblant des experts en sciences sociales, psychologues, éducateurs et communicants chargés d'accompagner le public. La communication autour de la découverte d'un artefact extraterrestre devrait se faire avec beaucoup de soin. Les institutions devraient privilégier la transparence, la pédagogie et la prudence pour éviter les emballements irrationnels. Il faudrait s'assurer à chaque étape que ce qui est annoncé repose sur des preuves solides, sur des travaux reproductibles, ouverts à l'évaluation par des experts indépendants du monde entier. Toute tentative de cacher ou de minimiser l'information serait rapidement repérée et risquerait d'alimenter la méfiance, les fantasmes, voire les théories du complot qui ont tendance à proliférer dans les moments de grandes incertitudes. La question du contact direct serait forcément abordée, même si la mégastructure découverte n'est que la trace d'une activité ancienne, sans signe observable d'intelligence actuelle. Beaucoup se demanderaient comment établir un dialogue, comment transmettre une salutation ou une présentation de l'humanité à la lumière de ce nouvel ordre des choses. Certains voudraient par précaution limiter tout signal volontaire à destination de l'espace, d'autres au contraire recommanderaient d'entrer en relation au nom de la recherche et de l'ouverture à l'inconnu. Les débats éthiques seraient intenses, car personne ne saurait à l'avance comment réagir à l'événement. La découverte d'une mégastructure ne signalerait pas forcément la présence d'une civilisation actuelle. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un vestige laissé par une société disparue, dissoute ou migrée ailleurs depuis des milliers ou des millions d'années. Cela soulèverait alors de nombreuses réflexions sur la longévité des civilisations, leur façon de survivre ou de disparaître, et sur le fait que le cosmos garde une mémoire immense de tous ceux qui y ont laissé des traces techniques. Cela encouragerait probablement de nouvelles recherches historiques à l'échelle galactique, utilisant les outils de l'archéologie et de l'astrochimie pour reconstituer le passé lointain. Au niveau pratique, la découverte d'une mégastructure pourrait inspirer de nouvelles ambitions techniques ici même sur Terre. L'ingénierie spatiale, l'énergie solaire, la gestion des habitats artificiels, les matériaux avancés. Tous ces secteurs recevraient sans doute un coup d'accélérateur, une volonté de comprendre et de rattraper le savoir-faire entrevu à travers l'artefact découvert. Cela pousserait à revoir les modèles économiques, à créer de nouveaux partenariats entre agences, laboratoires et entreprises technologiques afin de développer des innovations inspirées par l'observation de l'artefact. Les scientifiques, de leur côté, utiliseraient chaque donnée recueillie sur la mégastructure pour perfectionner les modèles de stellaires, les simulations de dynamique de matériaux à grande échelle et toutes les techniques d'observation avancées. Les méthodes issues de la spectroscopie, de l'infrarouge, du traitement d'images, tout cela serait testé sur l'objet découvert et adapté pour permettre d'étudier d'autres cas similaires ailleurs dans la galaxie. Cette expertise grandissante relancerait la recherche dans tous les domaines liés à la physique, à la chimie et à la planétologie. L'enseignement et la vulgarisation des sciences évolueraient aussi. Les programmes scolaires, les manuels, les cours d'astronomie, d'histoire, de philosophie ou de biologie intégreraient rapidement ce nouveau savoir, provoquant une vague de curiosité et sans doute de vocation chez les jeunes générations. Beaucoup de personnes qui jusque-là se désintéressaient de ces sujets se découvriraient probablement un
attrait pour la cosmologie, la stratégie spatiale ou la compréhension des civilisations à grande échelle temporelle. Le tourisme spatial et la surveillance astronomique deviendraient des secteurs économiques majeurs. Les agences proposeraient de nouvelles missions robotiques ou humaines dans le but d'étudier les artefacts éparpillés dans le cosmos. L'apparition d'une industrie orientée vers la veille spatiale, la protection planétaire et la gestion des signaux exotiques serait probable. Les fonds publics et privés afflueraient pour renforcer la recherche et les applications qui pourraient aboutir à des retombées terrestres palpables. Des laboratoires de réflexion sur le risque verraient également le jour, des groupes spécialisés dans la sécurité spatiale, l'analyse des menaces potentielles ou la prévision des effets sociaux imprévus. Ils analyseraient toutes les données à la lumière des contextes historiques, sociologiques et psychologiques, dans le but d'éviter d'éventuelles paniques ou décisions hâtives qui pourraient nuire à la cohésion collective. En résumé, l'arrivée d'une preuve tangible de mégastructures extraterrestres marquerait une rupture nette dans la trajectoire humaine. L'onde de choc traverserait chaque discipline, chaque institution, chaque groupement humain, forçant à trouver de nouvelles réponses à des questions que personne ne s'était encore posées concrètement. Il ne s'agirait pas d'une rumeur ou d'un canular, mais d'un changement profond du rapport à ce qui est possible et pensable dans l'univers. Tout cela avec pour origine l'observation patiente, collectivement partagée et minutieuse d'un artefact lointain. Au-delà du tumulte social et culturel que provoquerait l'annonce d'une telle découverte, il y a toute l'arrière-cuisine scientifique et technique qui mérite d'être expliquée en détail. En réalité, la détection concrète d'une mégastructure pose actuellement toutes sortes de problèmes, y compris pour les équipes les plus expérimentées disposant des meilleurs moyens. Même avec les progrès impressionnants de ces dernières années, la communauté des astronomes doit faire face à des limites très concrètes, aussi bien sur le plan des instruments que sur la façon d'analyser les millions de signaux collectés chaque nuit depuis les observatoires terrestres et spatiaux. Ce défi touche à la fois l'observation, le traitement des données, l'interprétation des phénomènes et bien sûr la collaboration internationale qui conditionne la qualité du travail scientifique. Les télescopes utilisés aujourd'hui n'ont pas été conçus à la base avec l'objectif premier de trouver des mégastructures. Prenons l'exemple de Kepler, qui a permis de révéler la lumière difficile à expliquer de l'étoile de Tabi. Cet instrument était calibré pour détecter de minuscules variations dans le flux lumineux d'étoiles, afin d'identifier des planètes en transit, c'est-à-dire passant devant leur étoile et bloquant temporairement une part de sa lumière. Mais quand les variations sont atypiques, longues, irrégulières ou inexplicables avec les modèles connus, la précision de l'instrument atteint vite ses limites. Pour une étude fiable, il faut une gamme impressionnante d'instruments, capteurs optiques sensibles à différentes longueurs d'onde, capteurs infrarouges, spectrographes permettant d'identifier les compositions chimiques locales, voire antennes radio pour scruter d'autres signatures qui échapperaient au visible. Pour bien comprendre ce qui pose problème, il faut regarder de près différentes contraintes techniques. La première, c'est la résolution spatiale. Même avec les télescopes spatiaux les plus avancés, on reste limité dans la capacité à distinguer deux points lumineux très proches l'un de l'autre, vu que la plupart des étoiles sont si éloignées que leur lumière se mélange sur les images. Quand on tente de repérer un objet artificiel ou une variation subtile, toute limite de résolution peut masquer ou brouiller complètement un signal. Cela signifie que beaucoup de phénomènes subtils passent inaperçus ou deviennent impossibles à isoler proprement des bruits de fond naturels. La deuxième grande difficulté, c'est le traitement du bruit. La lumière reçue de chaque étoile, chaque galaxie, chaque source d'infrarouge dans le ciel est polluée par toutes sortes de signaux parasites, rayons cosmiques, reflets dans l'instrumentation, poussières atmosphériques si l'observation est faite depuis le sol, variations électroniques dans les capteurs, erreurs de pointage ou d'alignement. Les équipes scientifiques passent des semaines, parfois des mois, à nettoyer chaque série de mesures, en essayant de garder le signal réel tout en se débarrassant de tout ce qui relève de l'aléatoire, de l'erreur de mesure ou de la pollution optique. À tout cela s'ajoute la question du temps d'observation. Les objets qui passent devant une étoile ou qui modifient sa luminosité ne le font parfois que pendant quelques heures, quelques jours ou à intervalles très espacés. Il faut donc pouvoir surveiller la même étoile pendant de longues périodes, ce qui demande des ressources humaines et matérielles considérables. La fenêtre d'observation peut être réduite par la météo, la position géographique des observatoires ou la concurrence avec d'autres programmes prioritaires. Cela complique la recherche de motifs récurrents ou éphémères, qui sont justement ceux susceptibles de trahir l'existence d'un grand ouvrage en orbite autour d'une étoile.
L'autre point majeur, c'est la capacité à extraire des corrélations pertinentes dans d'immenses bases de données. On parle de centaines de millions d'observations à trier chaque année. La moindre faiblesse dans un algorithme ou une sélection trop vague peut générer des milliers de faux positifs. C'est ce qu'on observe couramment lors des recherches sur les signatures infrarouges inexpliquées. Une étoile peut sembler présenter un excès infrarouge, mais il suffit qu'un nuage de poussière se trouve par hasard sur sa ligne de vue pour qu'elle trompe les instruments. De même, une baisse de luminosité atypique peut s'expliquer bien plus simplement par une étoile variable connue, par un système binaire caché, ou encore par une éruption magnétique dont on n'a pas tenu compte dans la modélisation. Les chercheurs développent donc des méthodes de vérification croisée en multipliant les observations dans plusieurs gammes de fréquences à des intervalles différents et souvent avec des instruments complémentaires, y compris depuis les différentes orbites terrestres ou même depuis la surface de Mars avec les prochaines missions. L'objectif est d'éliminer toutes les ambiguïtés qui pourraient découler d'un biais instrumental, d'un phénomène local ou d'une erreur d'interprétation. Un signal qui persiste après toutes ces phases de tri est alors considéré comme suffisamment solide pour mériter une enquête plus poussée. La gestion des fichiers bruts de données devient vite colossale. Les équipes doivent stocker, organiser et partager des pétaoctets d'informations chaque année en veillant à la compatibilité des formats, à la qualité des métadonnées, par exemple les conditions d'observation, le réglage de chaque capteur, la situation du télescope à chaque point de données, et à l'accès pour la communauté internationale. Cela suppose des infrastructures de stockage puissantes, des protocoles de partage stables et souvent un recours massif à l'intelligence artificielle pour dégrossir le premier tri. L'intelligence artificielle joue désormais un rôle central dans la pré-identification des signaux intéressants. Les algorithmes sont entraînés sur des dizaines de millions d'exemples connus pour distinguer le classique de l'inhabituel, pour filtrer les faux amis et pour pointer directement vers des motifs difficiles à repérer avec un simple regard humain. Mais l'IA apporte aussi de nouveaux défis. Si le modèle d'entraînement comporte un biais, si les exemples sont mal calibrés ou si la base d'apprentissage n'est pas représentative, le système peut à la fois rater les vraies anomalies ou, à l'opposé, produire un grand nombre de résultats douteux que l'humain devra ensuite trier à la main. Parallèlement à la question du tri et du nettoyage des données, il y a le problème fondamental de l'interprétation. Beaucoup de phénomènes célestes restent seulement partiellement compris. Quand une anomalie survient, il faut savoir si elle est vraiment le symptôme d'une structure artificielle ou le résultat d'une combinaison rare d'effets naturels. Cela requiert des modèles physiques extrêmement poussés, imposant l'intégration de la dynamique stellaire, de la physique des plasmas, de la chimie interstellaire, des interactions entre vent solaire et environnement planétaire, tout cela modulé selon l'âge, la masse et l'environnement de l'étoile. Pour l'instant, les études qui cherchent à identifier une mégastructure doivent affronter la concurrence permanente d'explications naturelles de plus en plus raffinées à mesure que la technologie avance. L'ajout de chaque nouveau type d'observation, par exemple la polarisation de la lumière ou l'étude minutieuse des signatures atomiques d'un transit, ne fait qu'accroître la complexité des analyses. Si un phénomène inconnu s'avère correspondre, après de longs mois de recherche, à une variation inhabituelle du champ magnétique d'une étoile jeune, par exemple, il retourne vite dans la catégorie des exceptions scientifiques, sans impliquer l'existence de mégastructures. Un autre souci technique concerne la limitation des budgets et la priorisation des recherches. Les instruments les plus performants, tels que le télescope James Webb, sont mis à disposition pour des projets très variés et leur temps d'utilisation est alloué après évaluation rigoureuse d'un comité international. Les équipes qui souhaitent scruter certaines étoiles suspectes doivent rivaliser avec de nombreux autres programmes: exoplanètes, galaxies lointaines, naissance d'étoiles, études du trou noir au centre de la Voie lactée, etc. L'accès limité à ces ressources freine le suivi détaillé d'anomalies et la capacité à tester de nouveaux modèles en temps réel. La nécessité de collaborations internationales renforce encore la complexité administrative et logistique. Les consortiums doivent établir des règles communes pour le partage d'informations, la validation des résultats provisoires, la publication des données brutes et l'organisation de réunions multilingues entre spécialistes de différentes branches. Ce travail collectif coûte du temps et des moyens. Il faut aussi prévoir des stratégies sophistiquées pour garantir l'intégrité des données, prévenir toute interception ou usage malveillant, surtout quand l'intérêt public ou médiatique se greffe sur certains objets d'étude. Un autre facteur qui mérite d'être souligné, c'est la difficulté de la communication entre disciplines. Les mégastructures, par définition, font appel à des expertises multiples: astrophysique, ingénierie spatiale, informatique, sciences des matériaux, statistiques avancées.
Il n'est pas rare que des chercheurs peinent à traduire leurs besoins entre les différentes équipes ou à trouver dans les publications d'autres domaines les informations pertinentes pour expliquer ou requalifier une anomalie. Cette fragmentation de la recherche allonge les délais pour atteindre des conclusions fiables, accroît la nécessité de formations croisées et ralentit la diffusion globale des résultats. Dans certains cas, une anomalie identifiée lors d'un suivi astronomique peut attendre plusieurs années avant d'être confirmée, faute de moyens ou, tout simplement, parce que le phénomène ne se reproduit qu'à intervalles très longs. Il arrive également que des décennies s'écoulent entre le repérage d'une particularité et son explication définitive, le temps que les nouvelles générations d'instruments deviennent assez performantes pour apporter le niveau de détail nécessaire. Cet aspect temporel crée un décalage inévitable entre la vitesse du progrès technique et la cadence des avancées scientifiques effectives dans le domaine des mégastructures. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les effets des faux positifs et des rumeurs sur la communauté scientifique. Chaque fois qu'une possible mégastructure est évoquée dans les médias, les équipes subissent une forte pression pour répondre, pour vérifier et publier leurs conclusions rapidement. Ce contexte peut parfois générer des malentendus, des mouvements de panique injustifiés ou, à l'inverse, un scepticisme excessif qui ralentit la prise en charge des anomalies réelles mais rares. Pour améliorer la détection, la communauté investit massivement dans le développement de nouveaux instruments capables de meilleure résolution, d'une plus grande sensibilité et d'une couverture plus large du ciel, comme les nouveaux télescopes Sol et spatiaux prévus dans les 20 prochaines années. Les progrès en matière de stockage, de calcul parallèle, d'apprentissage automatique et de traitement partagé des données promettent de réduire progressivement la part d'incertitude, de rendre la recherche plus efficace et peut-être de faire émerger ces fameuses signatures qui seraient l'empreinte d'une civilisation technique avancée. Ce contexte montre à quel point la quête de mégastructures est une aventure d'équipe, de patience et d'innovation. Loin des images spectaculaires popularisées dans la culture, la réalité concrète du travail scientifique est faite de petites victoires, de frustrations techniques, d'essais, d'erreurs et de corrections, avec toujours cette volonté partagée d'aller un peu plus loin que la dernière génération d'outils. Les chercheurs savent qu'ils devront encore compter sur beaucoup de rigueur, de persévérance et de coopération pour espérer un jour répondre à l'un des plus grands défis de l'astronomie actuelle. Avec toute cette exigence et ces défis techniques qui entourent la recherche des mégastructures, on finit forcément par se pencher sur un autre type de signaux astronomiques qui, eux aussi, nourrissent beaucoup de fantasmes et de questions. Les signaux radio mystérieux venus du fond du ciel. Ici, on entre dans un univers où les observations accumulées depuis plus de 50 ans défient encore partiellement les explications classiques, ce qui ravive l'intérêt pour une possible origine non naturelle, même si la prudence reste de mise à chaque étape. L'histoire commence vraiment à la fin des années 60, quand les premiers pulsars sont découverts un peu par hasard. Pour beaucoup d'astronomes de l'époque, il s'agissait de signaux radio si réguliers que certains ont initialement pensé à une source artificielle. Les pulsars, ce sont ces étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes en quelques secondes ou moins et émettent des faisceaux radio très serrés qui balayent le ciel à intervalles réguliers comme des phares cosmiques. Aujourd'hui, on en connaît des milliers, et la cause de leur émission est bien comprise. Pourtant, l'excitation de l'époque montre bien l'attirance que suscitent les phénomènes radio parfaitement structurés, car ils ressemblent, au moins au début, aux messages codés qu'une civilisation pourrait peut-être envoyer pour signaler son existence. Mais les pulsars ne sont que la première étape. Un bond de plusieurs décennies nous amène à parler des sursauts radio rapides, qu'on appelle aussi Fast Radio Bursts ou plus simplement FRB. Ces signaux sont apparus dans les données au début des années 2000 et les premiers soupçons pointaient vers des parasites, des interférences terrestres ou des erreurs de mesure. Mais à force de recouper les observations, il a fallu se rendre à l'évidence. Il s'agit de flashs radio extrêmement brefs, durant à peine quelques millisecondes et pourtant incroyablement intenses, certains relâchant en moins d'une seconde autant d'énergie que notre Soleil en émet en plusieurs décennies. Plus surprenant encore, ces flashs proviennent de régions du ciel très variées et souvent lointaines, à des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière. Les recherches sur les FRB sont devenues un domaine entier de l'astrophysique, car malgré une pluie d'hypothèses naturelles, magnétars, collisions de corps denses, événements extrêmes autour de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, aucun modèle ne parvient jusqu'ici à expliquer la totalité des FRB découverts.
Certains sont isolés, produisant un seul flash et puis plus rien, tandis que d'autres sont répétés à des intervalles difficiles à prévoir. Un FRB répétitif, par exemple, a été observé avec un cycle précis de quelques jours. Cela rend la piste naturelle séduisante dans beaucoup de cas, mais la mécanique exacte reste une énigme. Les observateurs multiplient donc les campagnes de détection en développant des radiotélescopes spécialement optimisés pour capter ces micro-événements dispersés partout dans le ciel. Au fil des années, des signaux radio particuliers font régulièrement surface. Le plus célèbre reste sans doute le fameux signal WOW, détecté en 1977 par l'astronome Jerry Heyman à l'observatoire Big Ear dans l'Ohio. Ce signal avait toutes les caractéristiques d'un message venu d'ailleurs, durée brève, intensité forte, fréquence stable et absence de répétition ultérieure. Personne n'a jamais su expliquer ce qu'il était, même si aujourd'hui la plupart des astronomes restent d'avis qu'il était très probablement causé par un phénomène naturel exceptionnel ou par une coïncidence technologique non répertoriée. Mais l'imaginaire collectif s'est emparé de ce mystère, qui revient régulièrement dans les listes de signaux suspects. Ce genre de découverte n'est pas isolé. Chaque année, les observatoires accumulent des milliers d'heures d'écoute du ciel à différentes fréquences radio, et tous ces enregistrements sont scrutés à la recherche de motifs particuliers, de suites de pulses, de répétitions mathématiques ou de modulations étranges. Des exemples notables sont détectés en provenance du centre galactique, de galaxies lointaines ou de zones dites calmes, autrement dit, loin de toute grande source connue d'énergie ou de perturbation. La difficulté majeure, c'est que les signaux radio sont facilement perturbés par des sources terrestres, satellites, radars, émissions industrielles, et que démêler ce qui relève du cosmos de ce qui est simplement un artefact humain demande une vigilance constante. C'est ici que viennent s'ajouter les idées sur d'éventuelles mégastructures radio ou sur l'usage que pourrait en faire une civilisation avancée. Certains modèles spéculent que des entités techniques très développées pourraient mettre en place des réflecteurs géants ou des balises énergétiques conçues justement pour envoyer des signaux à travers la galaxie. Si une sphère de Dyson ou un essaim de satellites existe vraiment autour d'une étoile, il paraît logique de se demander si ces équipements pourraient produire ou amplifier un signal radio anormal, que nous pourrions détecter comme une signature artificielle, même très discrète. Ces réflexions ne disent pas que les FRB ou les signaux bizarres sont des preuves d'activité intelligente. Elles servent surtout de guide pour définir ce qu'on pourrait espérer trouver, quitte à écarter tout ce qui relève d'une origine naturelle une fois que l'on en sait plus. Sur ce sujet, certains groupes de recherche, notamment ceux associés au programme SETI, adaptent leur stratégie pour inclure la détection des ondes radio de grande puissance et d'aspects inhabituels, mais aussi l'automatisation complète de l'analyse afin de réduire le temps entre la réception et le tri des signaux. Les technologies modernes permettent de filtrer des millions d'événements en quelques heures, mais le tri reste énorme. Des logiciels regardent non seulement la fréquence, la durée, mais aussi la forme du signal, sa répétition possible, ses modulations internes et la concordance entre plusieurs sites d'écoute répartis sur différents continents. Tout cela pour repérer ne serait-ce qu'une trace d'organisation qui ne s'explique par rien connu. L'utilisation de réseaux mondiaux de radiotélescopes, comme le projet SHIME au Canada ou ceux installés en Australie, aux États-Unis et bientôt en Afrique du Sud avec le Very Large Array ou le Square Kilometre Array, a permis de multiplier les découvertes de FRB durant les 5 dernières années. À chaque nouvel ensemble de données, de nouvelles formes de sursaut rapides apparaissent, ce qui rend la frontière entre naturel et artificiel encore plus difficile à tracer, mais surtout relance sans cesse le débat dans toute la communauté. Les anomalies sont signalées, archivées, puis réétudiées à la lumière des modèles les plus récents. On regarde d'où elles viennent précisément, si elles se répètent, si elles dépendent de l'activité solaire ou si elles coïncident avec d'autres phénomènes spectaculaires détectés dans d'autres gammes d'ondes comme l'infrarouge ou les rayons X. Une partie du public et certains chercheurs indépendants imaginent même que de grands objets techniques comme des miroirs, des réseaux de panneaux énergétiques ou des systèmes propulsifs colossaux utilisant l'énergie d'une étoile pourraient être les sources d'émissions radio ou de perturbations mesurables sur Terre. Cela pourrait ressembler à un message volontaire, à une fuite énergétique ou tout simplement au produit secondaire d'une technologie gigantesque. Les débats sur la transmission intentionnelle ou involontaire d'ondes radio restent toutefois très encadrés par le scepticisme de la communauté scientifique.
Jusqu'ici, aucune modulation détectée ne présente les critères minimaux retenus comme non naturels, selon les protocoles du SETI Institute ou d'autres programmes équivalents. Il faut aussi prendre en compte la capacité d'interprétation de ces signaux. Même avec les meilleures antennes, la sensibilité extrême des capteurs et les logiciels d'analyse dernier cri, une très grande partie des signaux radio enregistrés n'est tout simplement pas interprétable. Il existe des milliers de phénomènes astrophysiques produisant des ondes, des résonances de molécules dans l'espace froid, des chocs entre vents solaires et magnétosphère planétaire, ou bien encore des interférences entre galaxies. À l'heure actuelle, il est très difficile, voire impossible, de garantir que chaque anomalie possède une origine bien comprise, et pour chaque nouvelle génération de télescopes, on découvre souvent des comportements inattendus. Enfin, la course continue pour identifier de nouveaux types de signaux et de motifs dans le bruit de fond radio du cosmos pousse à l'innovation. Les scientifiques élaborent sans cesse de nouveaux protocoles d'écoute, de nouveaux algorithmes de tri automatique et même de nouvelles stratégies de partage des données à l'échelle internationale. Toutes les bases de données issues de radiotélescopes sont désormais cross-référencées. Si un signal apparaît à l'instant T dans le ciel du Chili, on peut le recouper avec ce qu'enregistrent à ce même moment les antennes situées aux États-Unis, en Europe, en Chine ou ailleurs. Ce travail demande une coordination géante. Il vise à exclure d'office les signaux purement locaux pour ne retenir que ceux qui présentent des propriétés vraiment cosmiques et inexpliquées. La curiosité qui entoure les signaux radio mystérieux a également un effet secondaire bénéfique. Elle stimule l'intérêt pour le domaine de la radioastronomie auprès du public et des chercheurs débutants. Beaucoup d'étudiants et d'amateurs suivent en direct la publication des dernières anomalies, partageant en ligne les vagues d'observation et relançant sans cesse l'interrogation sur qui ou quoi peut bien produire ces flashs aussi puissants. Les débats se font actifs, en particulier dès qu'un signal inattendu sort des modèles et alimente des ateliers, des émissions, des articles dans la presse spécialisée et généraliste. Finalement, toutes ces observations et analyses se rejoignent dans un objectif commun, démêler le naturel de l'artificiel, même si l'histoire des pulsars et des FRB a montré que la prudence est de rigueur et que la majorité des signaux trouvent à terme une explication astrophysique solide, il reste toujours une marge d'incertitude. De nouveaux types d'événements sont régulièrement ajoutés à la liste des phénomènes cosmiques connus, mais à chaque cycle de progrès technique, le champ de la découverte reste ouvert. Les scientifiques gardent à l'esprit, sans l'exclure ni la rechercher activement, la possibilité qu'un jour, un motif de signal, un cycle ou une modulation reste hors de portée des modèles naturels, devenant ainsi le premier vrai candidat pour une origine artificielle. Pour l'instant, la quête se poursuit avec la même énergie et l'exigence de rester ouvert, curieux, mais toujours rigoureux vis-à-vis des interprétations. Cette attitude de patience, de rigueur et de curiosité guide tout le domaine de la recherche sur les mégastructures, et c'est aussi ce qui façonne les grandes perspectives pour les prochaines décennies et même pour les siècles à venir. Ces dernières années, l'astronomie a franchi beaucoup d'étapes grâce à des instruments toujours plus sensibles, à la collaboration internationale et à l'arrivée de nouveaux outils de traitement de données, mais la marche à gravir reste impressionnante. La question fondamentale de savoir si des constructions géantes et artificielles existent réellement ailleurs, s'est installé dans le paysage scientifique comme un défi de très longue haleine, un objectif qui demande des efforts soutenus dans beaucoup de directions à la fois. Aujourd'hui, les plus grands observatoires mondiaux, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, réfléchissent déjà à la prochaine génération de télescopes et aux nouvelles stratégies de détection. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les signatures infrarouges et les phénomènes lointains, mais les projets d'avenir sont tout aussi ambitieux. Les agences liées à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie de l'Est et d'autres régions préparent des instruments qui regarderont le ciel avec une précision sans précédent. Certains, comme le projet ULT, Extremely Large Telescope, au Chili, promettent d'obtenir des images et des spectres de sources stellaires si détaillés que des variations infimes pourront être analysées, pointant peut-être vers des anomalies aujourd'hui invisibles. L'un des grands enjeux, c'est d'unir tous ces efforts. En croisant les données issues de télescopes au sol, d'observatoires spatiaux, d'antennes radio, mais aussi de détecteurs de particules et de réseaux de surveillance laser, on espère obtenir une vision à la fois plus globale et plus précise de ce qui se produit dans notre galaxie. La coordination de ces données massives est un défi en soi. Il y a 10 ans à peine, le tri et l'archivage efficace de tous ces signaux restaient un problème compliqué, mais l'informatique,
Le cloud computing et les puces dédiées à l'intelligence artificielle changent la donne. Les chercheurs sont en train de passer d'un système où l'on attend que l'anomalie saute aux yeux, à une méthode où l'on détecte dans la masse même de l'information les cas qui méritent qu'on s'y attarde vraiment. Si l'on regarde plus loin encore, des missions bien plus audacieuses sont déjà discutées dans les milieux scientifiques. Des concepts, parfois décrits depuis les années 80, visent un jour à envoyer des engins d'exploration vers les étoiles proches. On parle d'idées comme Breakthrough Starshot, où des microsondes seraient accélérées à une fraction significative de la vitesse de la lumière grâce à une voile solaire propulsée par un faisceau laser depuis la Terre. Ce genre de mission, qui pourrait devenir réalisable d'ici la fin du XXIe siècle ou au début du XXIIe siècle, changerait complètement notre façon d'observer les traces de mégastructures. Au lieu de déduire à distance des phénomènes lointains, on pourrait envoyer des instruments voir de près les anomalies, les variations lumineuses ou les signatures énergétiques étranges. Un autre aspect qui va profondément modifier le domaine dans les prochaines décennies, c'est l'exploitation du big data en astronomie. La masse de données générée par les nouveaux télescopes, notamment avec l'entrée en activité du Vera C. Rubin Observatory aux États-Unis dans les années 20, représente un saut technologique dans la capacité à surveiller continuellement le ciel. Grâce à des bases de données partagées mondialement, des algorithmes d'apprentissage automatique pourront détecter en temps réel des dizaines de types d'anomalies différentes, permettant d'isoler rapidement des candidates qui seraient autrement noyées dans le bruit de fond. L'intelligence artificielle s'annonce comme l'un des plus puissants leviers pour améliorer les chances de tomber sur une structure ou un phénomène qui sortirait des modèles établis. Les équipes de recherche constituent déjà des bases d'exemples de signatures naturelles, de faux positifs et d'anomalies cataloguées pour entraîner les machines à détecter le plus petit écart. Ces outils permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de traquer des éléments qui n'auraient pas attiré l'attention humaine, ce qui multiplie les occasions de découvertes imprévues. Le développement des technologies spatiales va aussi jouer un rôle central. De plus en plus, les agences envisagent le déploiement de constellations de satellites capables de surveiller en permanence certaines régions du ciel, de coordonner l'observation de phénomènes rares ou d'agir comme éclaireurs pour de possibles structures atypiques. L'industrie spatiale privée, qui s'est fortement développée depuis les années 2010, ajoute un niveau de rapidité et de flexibilité inédit, lancement de télescopes miniaturisés, maintenance automatisée, traitement local des données et transmission quasi instantanée vers la Terre. En parallèle, de nouveaux concepts scientifiques continuent à voir le jour. Par exemple, des physiciens et ingénieurs imaginent la possibilité de détecter de futures preuves de mégastructures grâce à l'analyse du fond diffus cosmologique, aux ondes gravitationnelles ou même à des perturbations de la matière noire dans les halos galactiques. Il se peut que des signatures aujourd'hui indétectables ou trop faibles deviennent observables avec les générations futures d'instruments, élargissant le spectre des informations à surveiller. La collaboration internationale va poursuivre son rôle structurant dans ces investigations, en partageant instantanément les alertes sur des variations lumineuses suspectes, des signaux radio inattendus ou des écarts infrarouges insolites. Les astronomes forment déjà un réseau mondial qui fonctionne 24 heures sur 24. L'avantage est de pouvoir faire répliquer tout nouvel indice par des équipes situées sous d'autres latitudes, dans d'autres conditions atmosphériques ou dotées de logiciels d'analyse parallèles. Cette diversité de points de vue et de moyens constitue une force énorme pour ne rien laisser passer, et donc pour augmenter la validité finale des résultats. D'un point de vue scientifique pur, la recherche sur les mégastructures pourrait également déborder vers de nombreux autres domaines. La compréhension des étoiles, de leur évolution, du comportement des poussières et des disques circumstellaires progresse chaque fois qu'une anomalie nécessite un nouveau modèle. L'étude systématique des spectres, des courbes de lumière, des échos gravitationnels ou des signaux radio inédits améliore globalement notre photographie constante du cosmos. Chaque campagne d'observation chasse les traces des mégastructures, mais découvre au passage toute une foule de phénomènes cosmiques inconnus ou mal compris. Ce processus renforce la physique, la chimie astrospatiale, la modélisation numérique et même la philosophie de la détection. Du côté des ambitions humaines, la recherche sur les mégastructures commence à influencer la manière dont les ingénieurs projettent les futurs habitats, sources d'énergie ou même modes de transport spatial. À mesure que les modèles mathématiques deviennent plus précis et que les capacités industrielles s'améliorent, certains laboratoires planchent déjà sur la robotisation du déplacement d'astéroïdes ou sur la construction de prototypes à très petite échelle de surface solaire autonome.
On n'en est pas encore à construire un essaim stellaire, mais la logique qui anime ces projets n'est pas très différente. Produire et exploiter l'énergie du Soleil d'une façon qui, à l'époque des années 90, aurait paru totalement irréaliste. La frontière entre science-fiction et ingénierie réelle se déplace doucement. Certains ingénieurs, consultants chez les grandes agences ou même dans l'industrie privée, s'inspirent désormais des concepts autrefois réservés aux romans ou aux séries pour tester de nouvelles solutions techniques terrestres. Il s'agit par exemple d'intégrer la gestion thermique avancée, les matériaux composites issus de recherches sur la résistance aux radiations spatiales ou encore les algorithmes de gestion en essaim qui optimisent la coordination de milliers de modules énergétiques. Le développement des outils éducatifs adaptatifs suit cette dynamique. Les nouvelles générations d'étudiants, grâce à des plateformes interactives et des simulateurs scolaires, peuvent déjà tester la stabilité de modèles de sphères de Dyson, calculer l'impact d'une modification orbitale ou comprendre le fonctionnement complexe des essaims stellaires. Ainsi, la capacité du public à comprendre, critiquer et participer au débat sur ces questions augmente en même temps que progresse la science. En ce qui concerne l'exploration interstellaire directe, certains chercheurs avancent que la première mission robotique pourrait partir dans moins de 100 ans en direction d'Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche, situé à environ 4 années-lumière. L'objectif serait alors d'approcher de façon inédite la surface d'une étoile lointaine ou d'examiner de près un système planétaire où une anomalie énergétique aurait été détectée à distance, ce qui permettrait de lever de nombreux doutes sur la nature de certains signaux. Même si ces missions resteront lourdes, coûteuses et longues, elles marqueraient un tournant dans la capacité de l'humanité à inspecter l'univers comme un immense laboratoire. Beaucoup d'experts pensent aussi que la multiplication des données, leur traitement rapide et la capacité d'archivage ouverte au public favoriseront la découverte citoyenne. Les campagnes participatives où des milliers d'amateurs du monde entier trient des courbes de lumière et recherchent eux-mêmes des baisses suspectes dans la luminosité d'étoiles deviendront peut-être la norme dans les 10 ou 20 prochaines années. Grâce à la mutualisation, aux discussions collectives et à l'interconnexion des bases, le moindre indice rare a de plus en plus de chances d'être repéré, testé, discuté et confirmé. Si l'on considère une période encore plus longue, l'idée qu'un jour la société humaine puisse elle-même envisager la construction d'une mégastructure n'est pas perçue comme absurde par tous. Certains scénarios détaillent des étapes concrètes pour assembler des essaims de capteurs solaires autour du Soleil, déplacer de petites masses de matière sur des orbites spécifiques ou même fabriquer à long terme des habitats artificiels au-delà de l'orbite terrestre. Bien sûr, il faudra résoudre quantité d'obstacles techniques et financiers, mais la multiplication des acteurs, la démocratisation de l'accès à l'espace et les progrès de la microélectronique nourrissent l'espoir de voir les premiers prototypes, même modestes, apparaître un jour. D'un point de vue philosophique mais très concret, la recherche de mégastructures nous force à revoir nos propres ambitions et à repousser les frontières de nos capacités. Chaque nouvelle technique, chaque découverte fortuite, chaque débat sur la validité d'un signal est aussi un test grandeur nature de l'ingéniosité, de la patience et du sens critique collectif. En cherchant l'extraordinaire à l'extérieur, la communauté scientifique aiguise ses outils pour comprendre et exploiter les ressources de la Terre et du système solaire d'une façon qui semblait inaccessible au début du XXIe siècle. À travers ce long processus, la notion centrale reste la capacité d'interrogation. Les mégastructures sont à la fois un objectif lointain et un moteur pour faire avancer l'astronomie, l'ingénierie et la science des données. Peu importe si la trace artificielle attendue met des décennies à se révéler, le simple fait d'affiner nos modèles, de repousser la résolution de nos instruments et de fédérer l'ensemble de la planète sur des projets d'observation partagés contribue à enrichir les savoirs disponibles pour des générations entières. Il est possible que demain, une anomalie prise dans une base de données soit le premier pas vers la détection sérieuse d'une activité non naturelle à l'échelle galactique. Il est tout aussi possible que la quête des mégastructures produise surtout quantité d'avancées technologiques et conceptuelles, utiles dans d'autres contextes. Quoi qu'il arrive, le moteur reste le même. Observer, imaginer, confronter les données à la réalité, remettre en question ce que l'on croyait impossible et prendre chaque nouvelle découverte comme une chance d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'univers et de ses possibles.